cet ordinateur. Parfait. On commence. Good. Je vous mets ça full screen. Je vais mettre les pages Google Analytics toutes proches pour qu'on les ait. Magnifique. Bon, comme ça, si on a besoin d'aller dedans, on aura ce qu'il faut. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en réalité de la deuxième partie, ce qui est… on va parler de l'interface en réalité des rapports. Les rapports, la personnalisation d'un rapport, parce qu'on peut personnaliser certains rapports. Puis après, il y a le rapport custom qu'on fera demain. Puis il y a la bibliothèque. Vous allez voir, la bibliothèque, c'est super utile. Même pour vos clients, vous allez voir, vous allez pouvoir organiser certains éléments. On peut organiser ces éléments-là. Regardez, par rapport à hier, là, je vous montre un autre compte. Là. Regardez, là, il y a SEO qui est apparu, puis on peut personnaliser tout ça. Donc, je pourrais vous en montrer un autre. Regardez ici, celui-là, il y a carrément plusieurs menus. Là. Ben, on peut personnaliser nos menus, puis choisir ce qu'on va mettre là-dedans. Donc, ça, c'est le fun pour ça. OK. Je vais tasser ça, puis je vais faire juste Hide. OK, on est bon. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Donc, on va commencer par… je vous avais dit que c'était centré sur la vie du client. C'est un petit rappel de hier. Donc, acquisition, engagement, monétisation, fidélisation. Ce que je vous ai montré hier aussi, c'est qu'on pouvait aller plus loin. Là, quand on fait du suivi client, on peut aller plus loin. Dans ce cas-là, on peut personnaliser ça, puis rajouter des actions là-dedans. On peut personnaliser ce menu-là. Donc là, la base est là. Vous allez voir, vous allez pouvoir aller plus loin encore. Donc, on va commencer par l'interface des rapports. OK? J'ai oublié d'enlever ça. L'interface des rapports, elle est assez classique. C'est vraiment classique à Google Analytics. Vous savez, le menu à droite avec les blocs comme ça, c'est super classique. Okay. Ce qu'on va regarder, en réalité, on va regarder les fonctionnalités à maîtriser. Okay. En premier, en haut, on va partir sur la base, c'est tout le temps la même. Hein. Ils ont gardé une belle structure comme avant, sauf qu'ils l'ont modifié. Donc là, je vais vous l'expliquer étape par étape. La barre de recherche, je vous l'ai montré hier. Super utile quand vous faites des recherches de rapports, des recherches de sous-rapports et tout ça. Et elle est très, très performante. Donc, je la remets là toujours. Super utile, même dans les rapports. Okay. Après, il y a un petit onglet ici, un petit icône, là, vous voyez, vert. Google Analytics, si vous avez des grosses données, c'est beaucoup, beaucoup de données. Ce qui fait Google Analytics, pour ne pas avoir à traiter des grosses bases de données, ils ont décidé de faire un sous-échantillonnage des rapports. Donc, pour un petit site, vous n'allez pas avoir de sous-échantillonnage des rapports, mais pour un très gros site, vous allez voir qu'ici, ils mettent en réalité ici un onglet qui est si le rapport était échantillonné, vous allez le savoir là. Pourquoi ils mettent ça en information? C'est qu'il y avait une crainte de la part des gens, c'était de dire, OK, si tu échantillonnes un rapport à 70% des données, est-ce que mon rapport est viable? Donc, en ayant cette information-là, ça peut arriver de temps en temps que vous ayez des rapports sous-échantillonnés, vous allez le voir, puis plus le rapport est sous-échantillonné, plus on peut estimer qu'il y a une certaine variation dans les données qu'il nous présente. Okay. Mais un très gros site e-commerce qui génère des milliers et des milliers de trafic par jour, là, ils vont échantillonner parce qu'ils vont faire des regroupements de données pour présenter des données cohérentes. Puis ça, en réalité, ça utilise moins de machine learning. Tu sais. La machine tourne moins, donc ils n'ont pas le choix de faire ça. Donc, je vous le mets, là, c'est super important. Là, 90% des sites, même plus, on sera à 100%. Mais dès qu'on arrive avec des sites avec du trafic, là, on va avoir une diminution là-dedans. Il faut le suivre. Autre élément ici, en réalité, juste en dessous, vous voyez, on peut vraiment, de façon simple, maintenant, ajouter des comparaisons. Je vous ai mis un exemple ici. Là, j'avais tous les utilisateurs. Là, j'ai mis les utilisateurs qui excluent anglophones. Donc, j'ai pris que les francophones dans ma deuxième comparaison, etc., etc. Ça, c'est super simple. On clique, on va choisir une comparaison ici. Tout de suite, ça se met à jour. Et on a des rapports sur 2, 3 colonnes. C'est super agréable, super facile. Donc, par exemple, si vous avez un client, vous voulez créer un rapport puis avec des comparaisons, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable même de l'enregistrer. Donc, par exemple, un client qui est, vous faites du local plus, là, vous pourriez avoir tous les visites ou tous les visites avec le local, par exemple, ou la province de Québec, etc. Comme ça, vous allez pouvoir voir vos données plus régionales. Par exemple, il y a plein de possibilités ici là-dedans qui sont assez intéressantes. Okay. Je vais vous en montrer un peu là, par exemple. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait ajouter une comparaison. Donc, il y a toutes les variables de Google Analytics qui sont là-dedans. Et je peux inclure ou exclure. Donc, je pourrais très bien dire, je veux que les francophones, je veux que les Canadiens. Je veux que les Canadiens en excluant le Québec.
Okay, c'est juste pour donner du local. Donc, j'aurai tout le Canada anglophone. Je peux faire les comparaisons sont assez importantes. Donc, ça, on prend le temps de les monter. On prend le temps de les réfléchir, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire là-dedans. Okay. Par exemple, les nouveaux visiteurs versus les visiteurs connus, etc., etc. Tu sais, les visiteurs qui sont venus au moins 3 fois sur le site, les visiteurs qui ont acheté versus ceux qui n'achètent pas. On peut faire énormément de comparaisons, donc c'est super intéressant. Après, on peut même aller, je voulais le montrer, vous voyez, même si comparaison liée à la session, on peut même aller dans la variable organique, non organique, etc. Hein. Donc là, par exemple, j'ai carrément comparé mon trafic organique de mon trafic normal pour voir les différences. Donc, on pourrait faire l'organique versus avec mes campagnes, puis carrément comparer les résultats. Donc, le taux de conversion, l'organique versus le non organique, le payant, etc. Donc, on peut vraiment aller très loin grâce à ça. Ces comparaisons sont super utiles. Donc là, c'est un élément clé à maîtriser, mais il est très simple. Donc là, par exemple, je vous ai donné un exemple avec 3 feeds. J'en ai mis 3. J'ai mis utilisateur, exclu, j'ai exclu les anglophones et puis j'ai associé tout ce qui est à l'organique. Donc, il va me sortir mes courbes. Après, il va mettre par exemple, 3 tableaux l'un côté de l'autre où on voit vraiment nos données avec tous les utilisateurs, les anglophones exclus, et puis l'organique qui est que l'organique. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu comment il est capable de sortir les données. Et il nous met sous forme de 3 tableaux, 3 graphiques, toutes les comparaisons du rapport. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Très agréable, vraiment très, très agréable à utiliser. Par rapport à avant, là, c'est une belle amélioration. Est-ce qu'il y a une limite de comparaison qu'on peut mettre, Florent? 4 éléments en réalité ici. Ils le mettent. De toute façon, dans les menus à droite, ils vous marquent toujours le nombre qui est maximum. Donc, si vous avez une adaptation, il y a un endroit c'est 15, il y a un endroit c'est 4, donc ils vous le mettent toujours. Donc, c'est 4. Parce qu'il ne peut pas mettre plus de 4 par colonne. Il a 4 colonnes. Donc, s'il y a 4 graphiques, après, il ne peut pas aller plus loin. Donc, voilà. Mais c'est toujours écrit ici. Hein. Donc, dès qu'il y aura une question, un élément, vous aurez juste à aller voir là, puis c'est écrit. Merci. Après, bien sûr, il y a les dates, les plages de dates, ça c'est le fun. Tu sais, on a toujours le 90 jours, le 28 jours dernier, le 30 et 12 derniers mois. Donc, vraiment très intéressant, toujours à utiliser, à maîtriser. Et on a toujours l'option comparer, que je ne vous ai pas mis ici. Là. On peut comparer 2 périodes aussi. Donc, ça, moi, j'utilise énormément quand je veux montrer une augmentation dans le SEO. Je mets, par exemple, avant et après. Puis là, tu vois les graphes où d'une année sur l'autre, on voit l'augmentation. Donc, super utile. Une fonction qui a utilisé. Quand c'est configuré, c'est super utile. Après, il y a d'autres choses. Comme là, ici, vous voyez le petit onglet, là, c'est modifier les comparaisons. Je vous ai remis, juste pour que vous le sachiez. Le deuxième, c'est partager ce rapport. Donc, on peut partager le lien et on peut télécharger le fichier du rapport. Donc, ça, quand vous me disiez, est-ce que je peux avoir mes rapports pour mes clients, vous pourriez vous créer un rapport custom selon vos besoins et puis télécharger votre fichier une fois par mois ou vous partagez le lien, etc. Donc, très intéressant. Très facile d'utilisation. Et on a toujours ici le Insight avec toutes les propositions qu'il vous fait en lien au rapport. Donc, très intéressant pour certains rapports, genre le rapport SEO, les rapports, tout ce qui est publicité, c'est super utile. Donc, vous voyez, la structure, elle est quand même assez simple de base. Elle a été simplifiée par rapport à avant un peu légèrement, mais elle marche aussi bien. Dans les tableaux et les graphiques, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, il y a plusieurs onglets. Ce n'est pas très clair. Ça, c'est le truc que j'ai reproché un peu à Google, c'est qu'ils auraient pu nous mettre des barres grises pour nous montrer que c'est des onglets, là. Ça soit plus vu, là. Mais c'est vraiment des onglets. Voilà, le petit truc bleu, il dit que c'est un onglet, donc il faut le savoir. Donc, vous avez, par exemple, là, 4 paramètres que vous pouvez cliquer, puis ça va changer le graphique. Un élément clé. Mais oui, j'aurais préféré, moi, des trucs plus visibles, mais ils l'ont fait comme ça. Et aussi, vous avez toujours des petites flèches. Ça, des fois, il faut le remarquer. Là, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Les petites flèches qui vous permettent d'aller chercher, de faire adapter votre graphique à différents paramètres. Il faut vraiment avoir l'habitude d'y aller. Là. C'est pas instinctif. Je vais vous avouer, la première fois où j'y étais, je ne m'en avais même pas remarqué. Je disais, comment j'adapte les rapports, puis je cliquais à gauche, à droite, je ne trouvais pas. Puis un jour, j'ai cliqué là, ah my God, c'est là. Donc, ce n'est pas super clair, mais c'est comme ça que ça a été fait. Donc, regardez. Et donc, l'exemple, là, onglet d'analyse, on a plusieurs éléments là-dedans. Le groupe de canaux, source de la première interaction de l'utilisateur, le premier support, la plateforme de la source et la première campagne pour tout ce qui est publicité. Donc, on peut vraiment adapter nos choses. On a toujours, il y a plusieurs types de rapports. Il y a les rapports de synthèse, des rapports plus précis. Donc, on a toujours ici
afficher l'acquisition d'utilisateurs. Donc, on clique là, ça nous donne un rapport plus complexe. Si, par exemple, on regarde le rapport général pour l'organique, ben, après, il va nous offrir des clics pour aller voir le rapport précis. Donc, on l'a toujours, ça. Et sur chaque endroit où vous allez passer votre souris, vous allez voir les données. Hein. Donc, ça vous permet vraiment de voir vos données, de les comparer, puis de les regarder. Donc, c'est vraiment intéressant. OK. Donc, bien sûr, les données numériques, je vais vous l'expliquer. Encore. OK. Et puis, afficher, bien sûr, ici. Je vous l'ai expliqué aussi. Donc, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Vraiment très simple. Moi, par exemple, je voulais vous montrer, j'ai affiché l'acquisition, mais tout de suite, il m'a sorti le rapport d'acquisition d'utilisateurs avec mes trois de comparaison. Et tout de suite, il m'a mis mon rapport avec mon tableau classique. T'sais. Donc, ça, c'est le fun pour ça. C'est facile à naviguer. On n'a pas besoin de trop grosser. C'est assez fluide. OK? N'oubliez pas ici, il y a deux éléments. L'élément ici qu'on oublie tout le temps, c'est d'augmenter le nombre de lignes. Il n'y a pas que 10 lignes, hein. Des fois, il y en a 200. Donc, n'oubliez pas ligne par page. Ça, c'est la même façon qu'avant, okay, de l'ancien Google Analytics. On peut mettre jusqu'à 100, 200, 500. Donc, après, si vous avez beaucoup de données, n'oubliez pas d'y aller parce que c'est des données, si vous avez d'autres informations, beaucoup de gens l'oublient ça tout le temps. Donc, augmenter le nombre de lignes. Et bien sûr, on peut classer, ça c'est le fun. Si vous cliquez sur n'importe quel endroit, vous allez classer vos données par ordre croissant ou décroissant. Donc, si je me mets à cliquer sur la durée d'engagement, il va se mettre par ordre décroissant du plus long au moins long. Donc, ça c'est le fun parce qu'on adapte tout de suite nos contenus, nos rapports à une donnée. Donc, moi, c'est le taux d'engagement qui m'intéresse. Ben, je veux que ce soit ça qui tienne. Ben, je clique dessus. Tout de suite, les taux d'engagement les plus importants vont être en haut. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, tu sais, avant, on n'était pas capable d'avoir toute cette latitude-là. On l'a maintenant. Okay? Donc, clique sur la colonne, classer ces données croissantes ou décroissantes, tout simplement. Et l'autre élément qu'ils ont intégré, c'est ici, vous voyez les petits trucs soulignés. Eh bien, ça, il y a marqué tous les événements de conversion. Donc, c'est les deux colonnes où on peut vraiment aller carrément chercher une conversion. Si vous avez 2-3 conversions, vous pouvez ou avoir toutes les conversions ou une seule. Donc, vous cliquez là-dessus. Et donc, ce que ça va vous faire, vous allez pouvoir choisir vos conversions. Normalement, nos macro-conversions, on en a une, deux ou trois. Ben, si vous n'en avez qu'une, vous l'aurez tout le temps. Si vous en avez deux, vous pouvez les sectionner. Puis les événements, pareil. Donc, je pourrais très bien avoir là-dedans puis regarder un paramètre très précis, le intermédiaire ici d'un de mes événements sans aucun problème. Donc, ça me permet d'adapter mon rapport, ce qui nous permet quand même d'avoir des données très, très intéressantes. Je ne pense pas que vous ayez de questions sur l'interface du rapport. C'est assez classique. Non, ça va. Ça va bien, OK. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que l'onglet ici là, du tableau, OK, quand vous allez changer ici cet élément-là, ça va faire changer les deux graphiques au-dessus. OK? Ça, ce n'est pas super clair non plus, mais regardez ici. Si je change ça, ça va faire changer les données de mes deux graphiques au-dessus. En réalité, les trois sont liés. C'est des rapports groupés, donc ces trois sont liés. Donc, si vous changez cette donnée-là, elle va faire varier les deux graphiques au-dessus. OK? C'est juste à savoir, ça, vous allez vous en rendre compte. Ah, je les avais laissés, c'est pour ça. Donc, maintenant, on va regarder les rapports en tant que tels. Donc, on a le temps réel, bien sûr, puis après, on va faire l'instantané, on va les passer tranquillement. Je vais vous montrer les démographiques, puis à la fin, je vais vous montrer l'élément clé aussi, comment ils l'ont appelé déjà? Ben, je vais le vérifier tout de suite. C'est cet onglet-là qui est bibliothèque. Et je l'oublie tout dans le terme. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça bibliothèque. Hein. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, ça me fourre un peu parce que c'est une bibliothèque plus ou moins. En réalité, c'est même de la configuration. Alors, c'est pour ça. Donc, temps réel, c'est le fun, le temps réel. Je trouve ça agréable. Là, j'ai encore mes comparaisons. Moi, je l'utilise très peu parce que les sites, la plupart des sites, ils n'ont pas assez de trafic pour regarder du temps réel. Okay? Vous allez avoir quelques conversions ou quelques personnes dans la journée, mais sur votre trafic mensuel, dans la journée, vous allez avoir une personne par heure ou deux personnes par heure. Donc, le temps réel, plus ou moins intéressant. En e-commerce, avec un certain volume d'affaires, on s'en sert. Ou quand on fait une campagne, par exemple Facebook, puis qu'on la lance de 16h à 20h, on met de l'argent. Là, on va s'amuser à tout de suite aller voir notre temps réel, voir les résultats pour ajuster nos campagnes. Mais l'utilité, elle est intéressante dans certains cas. Si on a énormément de trafic, autrement, c'est peu utilisé. Donc, temps réel aussi, on peut l'afficher en temps réel. Et puis, on s'en sert aussi dans le debug mug
pour débugger, là, ce que je vous ai montré hier. Donc, il est aussi là si vous en avez eu besoin. Moi, je m'en sers presque jamais. Donc, temps réel, c'est fait, facile. Maintenant, on va parler cycle de vie. Okay? Cycle de vie, il y a différents éléments dans le cycle de vie. Le cycle de vie, regarde en réalité principalement celui de Google, c'est de l'acquisition jusqu'à la fidélisation. Okay? Attrition, c'est la diminution. Okay? C'est la perte en réalité de fidélisation. Puis on essaye de réactiver avec des stratégies, public postage, public ciblé, tout ça. Donc, ce qu'on va regarder, c'est principalement ça. Quand on arrive à la réactivation, en réalité, c'est presque de l'acquisition. On essaye de réacquérir un client. Donc, en réalité, moi, je le remets là-dedans. Là, mais voilà. Donc, tout simplement, voilà comment ils ont conçu le cycle des rapports. Donc, acquisition, ça, je vous l'ai montré. En réalité, c'est tout l'origine de vos trafics. Okay? Donc, vous avez le SEO, vous avez les Facebook, Google Ads. Ça, c'est des campagnes. Vous avez Facebook, médias sociaux, courriel, etc. Puis donc, on va faire l'acquisition. Là, je mets dans le mini-page. On fait de l'acquisition. C'est ce bout-là qu'on évalue là-dedans. Avec le temps, Facebook a une certaine connaissance de l'acquisition et ils ont créé 2 rapports principaux. Donc, vous avez le rapport de synthèse. Il y a toujours un rapport de synthèse dans chacun des onglets. Hein. Ils font toujours un rapport de synthèse. Puis après, il y a des rapports plus précis. C'est toujours l'ordre qu'ils font. Donc, ça, c'est la synthèse d'acquisition. C'est un rapport plus ou moins intéressant qui vous donne globalement nouveaux utilisateurs pour les comparer, puis après l'origine à peu près de vos acquisitions. Un peu classique, ça, c'est très classique. Vous allez le voir, donc voilà. Ce qu'il faut savoir en réalité, c'est que dans votre rapport de synthèse, c'est toujours un résumé en réalité des autres rapports. Hein. Donc ici, là, vous voyez cet onglet-là, c'est carrément l'acquisition d'utilisateur, c'est celui-là. Puis ça, c'est acquisition de trafic, c'est ce rapport-là. Okay? Ils sont très similaires l'un à l'autre. Donc, ça, c'est un graphique, ça, c'est le temps réel, toujours qu'ils vous mettent. Puis après, les deux là, c'est ces 2 onglets-là. Si vous cliquez là ou vous cliquez là, ça vous renvoie à ce rapport-là ou ce rapport-là. Parfait. Ça vous renvoie au temps réel qui va être en haut, là, qui va être ici. J'aurais pu le mettre en une flèche d'une autre couleur pour vous montrer, mais vous voyez, c'est ça en gros. Donc, il y a toujours une synthèse. La synthèse, c'est le fun. Acquisition, c'est l'acquisition d'utilisateurs. Okay? Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder notre niveau d'acquisition. Okay? Le direct, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, toute personne qu'on n'est pas capable de catégoriser, okay, qui vient sur votre site, on va le mettre en direct. Okay? Donc, vous voyez, le direct quand même, est quand même assez important. L'organique, le payant, ça vient de nos campagnes publicitaires, le social organique et puis les sites référents. Mais tout ce qui est direct, là, en réalité, on a une partie de notre trafic ici qui est considéré comme du direct à cause du blocage du tracking. Okay? Ça, c'est une certaine réalité. J'ai fait une analyse dernièrement. Par exemple, je faisais une campagne Facebook. Genre, j'avais 532 personnes qui sont venues sur le site. Mais quand j'arrive dans l'analytique, j'en ai que 354 qui viennent de la campagne. OK. Si je prends tous les téléphones cellulaires iPhone qui bloquent une bonne partie, et ces éléments-là, en réalité, je ne suis pas capable de les catégoriser. Donc, après, ils viennent dans un autre paramètre qui va être le direct, etc. Donc, tout ça fait qu'on perd une partie de la donnée. Il faut juste être conscient de cet élément-là. On a quand même une perte de données qui vont dans le direct. OK? C'est plate, mais ça fait partie de la réalité. Donc là, ici, après, vous avez votre fil d'utilisateur avec les jours. Vous voyez, ici, on a une newsletter qui est partie, là, ici. Je pense que c'est notre newsletter. Mais vous voyez, on a un pic dans le direct, là. OK? Je vous avais dit, on peut augmenter le nombre de lignes. Ça, c'est intéressant parce que là, on a nos éléments. Mais après, si on change le menu ici, on va avoir, par exemple, tous les par médias sociaux, Facebook, etc., etc. On va avoir tout le détail. Donc, c'est super intéressant. Donc là, je vous l'ai mis. J'ai mis 50 lignes. Et bien là, vous voyez, on a carrément tous nos nouveaux utilisateurs qui viennent de Google, qui sont directs. Okay? Puis, vous dites-vous que ça veut dire qu'on a à peu près 30% de trafic qui est du direct. Vous comprendrez qu'il n'y a pas 30% de personnes qui vont taper le nom du site qui vont arriver dessus. Okay? Donc, ils sont considérés comme directs parce qu'ils n'arrivent pas à les classer ailleurs. Facebook Ads, ça, c'est de la campagne. Ça, c'est nous qui l'avons réglé. LinkedIn et tout ça. Donc, vous avez toute votre liste de sites qui vous réfèrent, qui vous amènent du trafic. Okay? Là, j'ai juste changé en réalité la source pour source de la première interaction utilisateur.
Donc, on est capable de les classer, c'est super, c'est le fun, mais le direct, il faut en tenir compte comme ça. Ça vous va? Oui, moi j'ai une question, Florent, Oui. par rapport à ça. Peux-tu me rappeler donc pourquoi déjà il y a plusieurs Facebook OK. qui sont écrits de différentes façons? Facebook, ici, Facebook Ads, c'est nous qui le taguons avec un UTM. Je vais vous Mhm. expliquer tantôt ce que c'est un UTM. M, Facebook, parce que c'est le mobile, c'est l'application. Tu as facebook.com. Tu as le Facebook L. Le L, je ne sais jamais ce que c'est. C'est une bonne question, mais c'est une autre plateforme Facebook. Tu as même le LM. En réalité, ça doit dépendre aussi de. Faut que je le check, mais c'est l'origine de l'application. Puis c'est pour ça que tu en auras toujours plusieurs. Mais on peut OK. faire, si tu veux, si tu veux, on peut faire un code. Dans l'ancienne analytique, on pouvait faire ça. Il faudrait que je vérifie si je peux faire ça maintenant. On peut les regrouper tous ensemble, si tu veux. OK. OK. Donc, tu vois, tu en as plusieurs. Ça, tout comme tu as LinkedIn ici, puis toi, tu as, regarde, LinkedIn, ce qui doit être l'application. Ah, d'accord. C'est OK. ça, là, mais c'est ça. OK. Fait que c'est selon le téléphone ou Ouais, l'ordinateur par lequel les gens arrivent. exactement. Et puis, mettons, j'imagine si, en général, la compagnie regarde plus si les gens viennent de mobile ou du desktop, mettons, il peut aller juste prendre ces deux versions-là. Ou Oui, y en en a-tu une information qui est plus réalité, importante que l'autre? tu as un endroit où Google te le compare, le mobile versus l'ordinateur. Ouais. Donc, en réalité, tu peux le voir globalement aussi. OK, parfait. Mais oui, tu pourrais le comparer aussi là, si tu veux. Mais ce qui est important là-dedans, pourquoi c'est intéressant de l'avoir, c'est quand on arrive dans les conversions. Ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, il y a certains e-commerce qui marchent très bien, avec des conversions très fortes en mobile, versus le mode normal, le Facebook normal, il y a aucune, très peu de conversions et vice-versa. Il y a des trucs qui marchent très bien dans Facebook parce que le modèle d'affaires fait ça. Les conversions sont très fortes en ordinateur et très faibles en mobile. Donc là, on les voit les différences et souvent, on va essayer d'aller voir dans les conversions aussi, ou dans d'autres éléments qui expliquent certains comportements différents sur tablette versus sur ordinateur ou sur cellulaire. Ça, c'est courant, hein, les différences. Donc après, il faut adapter nos stratégies en fonction de ça. Ah, merci. Acquisition, oui, je vous l'ai mis ici, je vous l'ai remis, sélectionner les événements. Super important parce que, par exemple, si tu fais du ads et que tu n'as pas de conversion, très peu, tu sais, c'est plate. Donc, en fonction de ton volume, tu vas calculer des ratios. Donc, c'est super important de les avoir ici, donc ils les mettent. Donc, il faut avoir les bons indicateurs pour pouvoir voir vos performances. Bien, vous m'avez demandé, c'est quoi les indicateurs pour vos clients? Ben, par exemple, organique, il y aurait un des éléments ou un macro et indicateur que j'aurais toujours. Donc, une conversion que j'aurais toujours ici. Je ne les mettrai pas à toutes, mais il y en a une qui serait majeure pour moi, qui dirait, OK, pour ton trafic qui est ici, je veux, ma comparaison se ferait ici, ça ferait partie d'un de mes rapports. Tu regardes ton organique et tout ça. Et le seul truc que je trouve plate là-dedans, je vais vous le dire, euh, c'est qu'il faut faire des comparaisons d'un mois sur un autre, donc il faut aller là-dedans pour se faire des comparaisons. Parce que des rapports comme ça, si vous ne comparez pas un mois sur un autre ou une période sur une autre, c'est que ce ne sont que des chiffres. OK? Donc, même pour des clients, c'est le fun. Si vous le faites, quand vous arrivez à vos conversions, c'est d'avoir 2 mois ou 2 comparaisons, 2 périodes. C'est plus simple pour le client de le voir. Moi, tous les rapports que j'ai montés dans Data Studio, c'est que des comparatifs. En réalité, ce que je monte, c'est une donnée qui a la variation d'un mois sur l'autre ou d'une période sur une autre. Par augmentation, diminution, je ne monte pas les valeurs. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment est-ce que ça a augmenté ou diminué. Et donc, c'est ça qui manque un peu dans ces rapports-là. Mais bon, c'est pas grave. Il faut juste le savoir. Donc, vous voyez ici, j'ai cliqué, puis il y a e-book. Nous, dans notre cas, on a des e-books. Là, vous voyez par Google, LinkedIn, on voit nos téléchargements d'e-books, puis je les ai classés par ordre. Là. Donc, vraiment intéressant. On le voit, puis on voit le trafic, tout ça. Donc, ça nous permet d'avoir des rapports assez intéressants. OK. Maintenant, je vais vous donner un peu la différence entre les deux rapports. Le rapport d'utilisateur et le rapport de trafic. En réalité, c'est des rapports qui sont tellement similaires que c'est très. On voit peu de variations entre les deux. OK. Vous regardez là, vous allez voir peu de variations entre lui et lui. Il y a un peu de variation. La différence, c'est simple. Le premier rapport, c'est les nouveaux utilisateurs par groupe. Le deuxième rapport, c'est les utilisateurs par groupe. Donc, c'est tous les utilisateurs. Donc, comme vous avez ici, c'est les nouveaux utilisateurs. Ça, c'est tous les utilisateurs.
Donc, la différence entre les deux, si vous êtes très fort en acquisition, elle va être très faible. Parce que si vous avez 5 ou 10% d'utilisateurs récurrents, ça va faire varier que de 5 à 10% ces deux rapports-là. OK? C'est juste pour le savoir. Donc, si vous êtes en acquisition très, très fort, en réalité, le rapport d'acquisition de trafic global n'est pas nécessaire. Celui que vous allez regarder, c'est l'acquisition d'utilisateurs. Donc, si vous êtes en un business qui est du récurrent, où les gens reviennent régulièrement sur le site, par exemple pour les nouvelles, pour des choses comme ça, ben là, vous êtes dans un rapport plus comme ça qui est les utilisateurs. Donc, ça joue là-dessus. C'est juste pour vous montrer la différence que dans certains cas, il y en a très, très peu comme dans celui-là. Nouveaux utilisateurs et tous les utilisateurs, voilà. Là, on a fait les utilisateurs. Là, ce que je vais vous montrer un peu, c'est l'engagement dans le cycle de vie. Donc, dans le cycle de vie, je vous ai parlé des micro et des macro conversions avec les événements, les conversions. Ça, on l'a vu. Je vous le fais un petit rappel. Donc, on les a configurés. Parfait. Donc, ce qu'a fait Google, c'est qu'ils nous ont fait un rapport d'événements, un rapport de conversion, puis un rapport de page par écran pour l'engagement, qui est un peu similaire à ce qu'on avait dans le GA3. Donc, ça, c'est la vue d'ensemble. Vous voyez, remarquez, toujours vue d'ensemble avec les rapports en dessous. Donc, ça, c'est ma vue d'ensemble globale avec un peu des rappels de tous les rapports. Okay. Je vais aller directement sur l'événement, c'est ça qui nous intéresse. Donc, vous voyez, ce qui est le fun là-dedans, c'est que là, c'est vraiment un rapport d'événements. Donc, il a notre graphique d'événements. Puis là aussi, ici, toujours un graphique pour voir les événements les plus intéressants. C'est normal que le page view, certains éléments soient plus forts, comme le scroll. Si vous faites comme moi, vous mettez plusieurs scrolls, il va être très fort. Mais on le suit, puis on va suivre nos événements en e-commerce, super important pour voir le suivi. Okay. Donc, vous voyez, il y a nos événements de base. Puis là, j'ai bien mes événements que j'ai créés, téléchargement e-book et clic formulaire aussi. Donc, on a vraiment nos événements ici. C'est un super rapport. L'avantage de ce rapport-là, c'est qu'ici, vous pouvez cliquer et avoir un rapport détaillé. OK? Donc là, j'ai cliqué sur téléchargement. Hop! Puis là, tout de suite, il va m'envoyer un rapport détaillé sur le téléchargement. Donc, il met toujours la même structure, le nombre d'événements, les 30 dernières minutes, le pays, etc. C'est un rapport d'événements assez standard qui donne à chaque fois. Donc ici, vous cliquez, vous allez avoir le détail de ce que vous avez. Ça, c'est le fun pour ça parce qu'en réalité, on clique, on sait qu'on a notre liste, on clique, on va aller voir l'événement, on voit tout de suite les résultats. OK? Et bien sûr, on a nos événements personnalisés qu'on peut avoir, bien sûr, qui vont apparaître un peu plus bas. Là, vous vous rappelez, là, ici, j'en avais mis. On les a tous en même temps. Donc, dans notre rapport d'événements, ici, en bas, on va avoir nos blocs. Vous savez, les blocs que j'ai créés, là, sur chaque événement, j'ai envoyé des données spécifiques, page, clic bouton, clic ceci. Et bien là, je vais les avoir en dessous. La question qu'on se pose, c'est quelle information collecter pour un événement? OK, ça, vous me l'avez posé hier. Donc, en réalité, quand j'ai révisé mardi, quand j'ai révisé la présentation hier, j'ai fait OK, je vais leur rajouter un petit bout là-dessus. Ça va compléter, puis ça va les aider un peu. Donc, ça, c'est vraiment les événements qui se rajoutent. Donc, ce que j'ai fait, je vais vous donner un exemple. Là, c'est un formulaire de Proximant qu'on envoie. Donc, sur ce formulaire, on pourrait cliquer ici. Donc, ça serait un clic à un lead qui vient de téléphone où on a un lead formulaire. Donc, après, c'est quelles données on va aller chercher parce qu'on peut aller en chercher énormément de données sur un événement. Donc, mon événement, ça va être la génération de leads. Donc, l'événement, c'est Generate Leads classique. Donc, quelles données je vais envoyer? D'abord, j'ai le clic-objet qui est cliquer sur le bouton Soumettre formulaire. Donc là, à chaque fois, je vais l'avoir. Si j'ai plusieurs sections, je peux très bien avoir clic-objet, bouton Soumettre, formulaire formation, formulaire, par exemple, service, formulaire, si j'ai plusieurs options, je pourrais très bien avoir. Donc, dans mon Generate Lead, je vais avoir un rapport comme ça qui me dit bouton, soumettre, formulaire, formation, bouton, soumettre, puis je vais pouvoir les avoir le détail là-dedans. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Je vous ai mis page URL. Pourquoi page URL? C'est que c'est super utile. Ou ça peut être Generate Lead / URL si vous voulez les regrouper. Donc, ça nous permet d'avoir l'URL dans la page où le formulaire est envoyé. C'est le formulaire sur tout le site. C'est super utile. Le titre de la page, on peut le mettre. Je crée, moi, souvent Generate Lead Tips parce que si, par exemple, j'ai des formulaires formation e-book, je peux aussi le catégoriser par type de bouton. Tu peux le faire là, ici.
ou moi, je préfère le faire en séparément du clic-objet, créer vraiment une catégorie qui dit, OK, c'est un formulaire formation, un formulaire ceci, un formulaire cela. Donc après, par exemple, si on est e-commerce, on va être capable, par exemple, de faire l'achat par catégorie. On peut faire beaucoup de choses. Donc, on peut s'amuser. Donc, vous voyez, on peut aller chercher différents éléments. Okay. Comment on va chercher ça? Ça va être la quatrième formation. Je voulais vous le montrer un peu. C'est que là, c'est Tag Manager qui est à gauche. Donc, vous voyez, quand on a un clic ici, dans Tag Manager, on est capable de suivre ce qui se passe, quelles données sont envoyées par Google Analytics, quelles données on peut envoyer à Analytics. Et donc, vous voyez ici, il y a plein de données. Donc, soumettre, le clic texte, c'est soumettre. Donc, on aurait pu mettre clic texte / puis envoyer ces données-là. OK? Mais si on va plus loin, en réalité, on est capable d'envoyer beaucoup de données qui viennent de là. Okay? Ou on peut envoyer des textes. Donc, ça, c'est le fun pour ça. Ça simplifie en réalité le travail. C'est qu'en fonction de la page où on est, on peut renvoyer toutes les données, une bonne partie des données qui sont là. Si elles ne sont pas vides, c'est le fun. Okay? On peut aussi renvoyer du data layer. Est-ce que vous savez ce que c'est du data layer? OK. Non. Data layer, quand vous faites du e-commerce, en réalité, quand vous faites un achat, il y a un code qui se génère qui dit c'est un achat. Voici le montant des taxes, voici le montant de l'achat, voici le produit acheté, etc. etc. Donc, il y a un truc de code. Et donc, on a en réalité du data layer et ces couches de données-là, avec Tag Manager, on est capable de les reprendre et les envoyer à Analytics. Donc, par exemple, si on avait des conversions de vente, on renverrait le montant de la vente en conversion. Okay? Hors taxe, on pourrait renvoyer le montant des taxes, on pourrait renvoyer tout ce qu'on veut. Donc, ça nous permet en réalité de renvoyer énormément de données analytiques pour analyser globalement nos choses. Donc, quand vous êtes en formulaire, ce n'est pas grave. Dès qu'on a de la vente en ligne, on est capable d'aller chercher de la donnée, donc la donnée codée par le CMS, et de la renvoyer à Google Analytics et dire, OK, regarde là, il y a eu tant d'achats, puis voici, ils ont acheté un pull bleu du montant de $30, ça fait 4,50 de taxes, ils ont payé par Visa, etc., etc. Donc, à la fin, quand vous allez avoir vos conversions, vous allez avoir vos montants de conversion, vous allez par exemple avoir le pourcentage vendu par Visa, le pourcentage par Mastercard, etc., etc., etc. Donc, ça va vous permettre d'avoir une analyse plus poussée des choses. OK? Si vous avez un plus d'informations là-dessus, je vous l'expliquerai, le data layer, je vous le montrerai. Okay? C'est du code qui est généré par le site, qu'on réutilise, qu'on renvoie avec Tag Manager à Analytics, puis ailleurs. Donc là, par exemple, c'est un exemple, c'est du data layer qu'il y avait dans un des sites, donc page lue, exemple 1, page relue, exemple 2. Ça, c'est le clic, quand il est cliqué, etc., avec le data layer. Donc, cette donnée-là, on est capable de la prendre, on met le code page lue, là, on crée une. Donc, on est capable de renvoyer cette donnée-là, exemple 1, exemple 2, etc. OK? Donc, ça permet de renvoyer des données à Analytics. Est-ce que vous avez des gens qui sont en e-commerce? Un petit peu? OK. Donc, arrêtez le côté conversion et data layer. Il va falloir que je vous l'explique. C'est bien que vous me le disiez dans Tag Manager. Je vous montrerai un peu parce qu'on peut reprendre des données. Quand le site est bien monté, on peut reprendre des données pour renvoyer ces données-là en conversion. Donc, la conversion, ça peut une donnée de conversion normale. Ça va être une métrique qui dit, par exemple, conversion, montant des achats. Puis là, tu auras le total des montants des achats en conversion. Donc, ça, c'est intéressant parce que ton SEO va générer autant de montants. Puis, par exemple, ta pub va générer tant de montants de vente. Donc, tu vas pouvoir calculer un ROAS, un retour sur investissement de la publicité. Tu vas pouvoir calculer plein de choses. OK? Donc, en e-commerce, c'est super utile d'utiliser le data layer. Mais je vous montrerai comment faire. Si vous avez un exemple de client, on ira voir et puis on regardera quelles données vous pouvez aller chercher. Donc, vous voyez, là, c'est le fun pour ça parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec Analytics. OK. Maintenant, si je vous montre un peu est-ce que vous avez des questions sur les événements? Non, ça va. OK. Les conversions, c'est à peu près la même chose. C'est le même rapport, vous avez vu, qu'on a vu tantôt, sauf qu'il met juste nos conversions. OK? Donc là, nos conversions, ça pourrait être un montant, ça pourrait être plein de choses, hein, mais c'est le fun pour ça. Là. Donc, les conversions, c'est la même logique. Donc, on clique dessus, tout de suite, il nous met nos conversions. Puis, vous voyez la source, il met les différentes sources, je les refais. Puis là, ce que je vais vous expliquer, c'est quoi un UTM. Ça va être plus simple. Facebook Ads, c'est nous qui avons créé ça. Là, okay? Ça vient de la façon, nous, où on fait nos pubs et qu'on encode nos choses. Je vais vous montrer, c'est super simple.
c'est qu'on renvoie de la donnée. Donc, quand on crée en réalité une publicité, une campagne, n'importe quelle campagne, on crée un UTM. Un UTM, c'est un lien. En réalité, si vous regardez ici, quand il y a la barre oblique, il y a un point d'interrogation. Tout ce qui est après point d'interrogation, c'est de la donnée qu'on peut jouer avec. Donc là, on met UTM source Facebook Ads. Ça veut dire que la source, c'est Facebook Ads. UTM, le médium, ça va être du CPC dans ce cas-là. Puis le nom de la campagne, ça va être webinaire, réflexion, recrutement. Okay? Donc, quand on va aller dans publicité, notre campagne, elle va apparaître. Okay? Parce qu'il la connaît, la campagne. Il sait que c'est webinaire, réflexion, recrutement. Donc, il va le connaître. Il va regrouper tous nos achats, tout ce qui est l'origine par Facebook Ads, parce que ma source est là. Facebook Ads, ma source est là. Et puis, mon CPC, je pourrais aussi l'avoir, le médium, je peux aller le chercher et l'avoir. Donc, vous voyez, faire un UTM, c'est super utile. Vous pouvez faire un UTM à plein d'endroits. Vous pouvez le faire dans Google My Business. Mon entreprise, mettez un UTM, comme ça, vous allez savoir le nombre de personnes qui ont cliqué, qui ont été voir le site web depuis My Business. Vous pouvez le faire sur les pubs Facebook. Vous pouvez le faire sur les publications que vous faites. Par exemple, là, vous allez mettre Facebook. Le médium, ça va être publication, puis le nom de la campagne. Vous pouvez faire à plein d'endroits. Vous avez un partenaire qui met un lien sur votre site. Ben, vous pouvez dire, OK, moi, je mets un UTM à chaque fois. Puis avec l'UTM, vous allez savoir d'où viennent vos clics. Okay? L'origine des clics à chaque fois. Donc, c'est comme géré comme des campagnes et c'est super utile. Okay? Donc, nous, ce qu'on fait, on l'utilise. Donc, là, ici, Facebook Ads, c'est vraiment un UTM qu'on utilise qui est lié à notre source qu'on a créée qui dit c'est Facebook Ads. Okay? Ça permet vraiment de mieux gérer nos campagnes. Est-ce que vous l'utilisez, les UTM? Plus ou moins? Moi, nous, on l'utilise beaucoup, proximement toutes les pubs Facebook. Tout ce qui est pub, on le fait comme ça. Ça nous permet de les traquer et de les avoir dans les rapports. Donc, quand on vient ici dans notre analytique, quand on vient setter, trafic généré, données démographiques, logique, acquisition de trafic, page par écran. Ah oui, dans mes filtres ici, je voulais ajouter une comparaison. Si je viens dans mes comparaisons, elles vont apparaître mes comparaisons ici. Donc, je vais inclure une variable, puis je vais faire campagne. Première campagne de l'utilisateur. Oui, parfait. Puis là, mes campagnes, elles vont apparaître. Donc, vous voyez ici, ça, c'est mes campagnes Facebook. Donc, mon UTM m'a permis d'avoir mes campagnes directement ici. Donc, je pourrais très bien faire ça. Puis donc, tout de suite, lui, il va adapter mon rapport, appliquer. Puis là, je vais carrément avoir mon rapport lié à mes campagnes. Donc, ça, ils ont beaucoup travaillé cet élément-là. Donc, ça fait qu'à la fin, j'arrive à avoir des rapports qui sont le fun parce que regardez, tout de suite, je sais sur certains trucs, ça vient d'où. Puis, ça simplifie. Donc, vous voyez, très, très utile. Donc, l'UTM est très utile. Vous pouvez l'utiliser partout. Hein. Dès que vous mettez des liens sur des partenaires, des ceci, des cela, vous mettez des UTM qui réfèrent au site parce qu'après, vous savez d'où vient votre trafic, l'origine. Okay? Puis, si vous voulez qu'un site, ce soit un référent, vous mettez UTM source, referral, comme ça, la source, c'est un référent, puis vous mettez le nom, en réalité, de campagne, vous mettez le nom de la source, vous pouvez le jouer comme ça. Donc après, vous allez être capable d'envoyer vos données au bon endroit à chaque fois et d'avoir des bons tracking. Le lien, il est là, hein, campagne builder, vous avez juste à taper Google UTM, puis il va vous mettre sur ce site-là. Ça vous permet, vous mettez votre URL là, puis vous mettez vos paramètres ici, puis tout de suite, il génère l'UTM pour vous. C'est un outil qui est super utile. Alice l'utilise normalement. Oui. Oui, voilà. Donc là, on va parler des pages par écran. Page par écran, c'est une page assez facile, c'est des pages par écran. Donc, vous voyez là les pages les plus vues. Puis là, elles vont être classées par le trafic, ce qui est normal, assez classique. Puis bien sûr, on va avoir l'ensemble de nos pages en fonction des vues des utilisateurs, de nouveaux utilisateurs et des paramètres qu'on se donne ici. Okay? Classique, très, très classique, très, très utile. Voilà. La seule chose, c'est comme vous voyez ici, le seul truc, c'est que, regardez, mes pages par écran, c'est le fun, mais elles sont toutes mélangées. Donc, quand j'ai un blog, c'est là où la configuration du site web est importante. Dans le cas de Proxima, on a un site web qui est basé sur les années. Il met l'année, il met toujours l'année puis le nom du truc. Ce que ça fait que c'est super dur de classer les pages. Donc, on a fait une arborescence qui aide à classer les pages, mais au niveau des blogs, on a cette complexité-là pour pouvoir les extraire. Mais ça arrive là. Mais donc, tableau, parfait. Puis, on arrive à avoir nos données classiques.
Puis on peut avoir aussi nos noms d'événements, toujours nos noms de conversion d'événements par page, qui est très utile. On est bon sur ce bout-là. Je vous fais rapidement la monétisation. Je n'avais pas d'exemple à vous mettre, donc j'ai pris un exemple du web. La monétisation, c'est facile, c'est tout ce qui est e-commerce. Donc, il y a toujours l'overview qu'on est dedans. Il y a les achats. Donc, il faut, en réalité, pour gérer le e-commerce, il faut aussi renvoyer la donnée e-commerce, donc renvoyer le nombre d'achats, renvoyer la donnée de montant d'acheter si vous voulez vraiment gérer e-commerce. C'est ça qui est important. OK? Puis, il y a les achats e-commerce et les achats dans les applications. Quand vous avez les deux, vous voyez, au début, je vous avais dit, on peut faire iOS, on peut faire Android et on peut faire web. Mais là, tout de suite, il le fait. Et bien sûr, il y a aussi tout ce qui vient des ads. Okay? Ça, je vous l'ai fait juste comme ça parce que je n'avais pas d'exemple à vous montrer. Mais c'est des rapports très similaires à ce que vous avez, à ce qu'on a avant. Et ce qui est vraiment important, c'est de vraiment renvoyer la donnée pour avoir les montants d'achat. Okay? Et puis, certaines données pour être capable d'avoir des rapports qui sont cohérents. Vous voyez là, le total des revenus, si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien en réalité de gérer la monétisation. Okay? Il faut vraiment renvoyer la donnée monétaire. Pour les rapports pour le cycle de vie, dernier élément, fidélisation. Donc la fidélisation en réalité, c'est dans le temps. On va essayer de fidéliser nos clients, nos visiteurs, on va essayer de les faire revenir sur le site régulièrement. Okay? Donc ils ont créé une page de fidélisation qui permet en réalité d'avoir des données sur des cohortes. Donc là, les clients, comment ils reviennent. Donc là, ce qu'on voit, vous avez remarqué ici, là, on va avoir un cycle. C'est normal, ça c'est la semaine, puis ça c'est le week-end. C'est normal, c'est du B2B, donc principalement la semaine, etc. Donc ça permet de voir vraiment l'engagement par cohorte d'utilisateurs, l'engagement par utilisateur et la fidélisation, comment elle diminue. Donc on va voir qu'elle est très forte au début, qu'elle diminue très rapidement. Pour certains sites où les gens rachètent régulièrement, okay, vous allez sur des gros sites, ben, la fidélisation est très forte. Vous allez sur Amazon, on n'a pas du tout des courbes comme ça. Hein. Donc, c'est ça. Ça permet, on s'en sert énormément la fidélisation en e-commerce parce qu'on veut que les gens reviennent acheter. Donc, on va essayer d'améliorer nos upsells, donc les ventes supplémentaires. Donc, on va énormément travailler la fidélisation. Quand on fait une vente, quand on peut faire de la vente récurrente, hein, je parle. Il y a des services, il y a des choses où tu vends une fois, puis après, c'est fini, la personne ne rachètera pas. Donc là, la fidélisation, tu n'en as pas ou presque pas. Mais ce qu'on va essayer de faire dans le e-commerce la plupart du temps, c'est d'aller travailler la fidélisation en même temps que la monétisation. Donc, important si vous avez du e-commerce. Pas de questions? J'en ai peut-être une concrète. Moi, mettons qu'on a un client qui a une niche assez précise. La fidélisation, je dirais que là, on serait plutôt en mode acquisition de clientèle dans sa niche. Là, y a-t-il des actions, y a-t-il des façons de faire qui nous permettraient d'acquérir dans sa niche donnée? Dans une niche, si c'est une niche en B2B ou en B2C, ça dépend. En B2B, ce qui va acquérir dans une niche, en réalité, ce qui est le plus important, ça va être de voir comment ils trouvent leurs clients, comment ils trouvent le prestataire ou ce qu'ils ont besoin. Donc, souvent, en B2B, ça va être du Google Ads ciblé dans le search. Ou si c'est des produits dans B2B, ça va être vraiment du Google Shopping. C'est là, on fait de l'acquisition. Ça va être l'acquisition médias sociaux, ça va être l'acquisition SEO, ça va être, on va travailler notre acquisition pour maximiser le volume de personnes qu'on amène sur le site. Donc là, on va avoir des stratégies mixtes en fonction de la niche dans laquelle on travaille. Et donc, souvent, c'est ton persona. Si le client a plusieurs personas, et bien là, souvent, la stratégie ne va pas être la même par persona. Donc, il y en a un qui va vendre, je vais donner un exemple, quelqu'un qui vend dans une niche un produit super spécifique pour les mamans qui viennent d'avoir un enfant. On va dire que c'est assez niche. Ben là, on va dire, OK, le persona, la maman qui est plus grano, qui va vouloir créer le produit, la maman qui est plus ceci, cela. Puis là, on va avoir la maman fashion qui va être sur Instagram, la maman grano qui va être sur les groupes, ceci. Puis là, on va avoir des acquisitions qui sont différentes en fonction de comportement d'achat et comportement de recherche. Donc là, on va le regarder, on va dire, eux, ils font comme ça, puis après que ça, on va être capable de cibler nos acquisitions. Même dans un marché niche, on est capable de le faire. Ouais. Good. Rapport, on continue les rapports, puis là, je vous fais donner des démographiques. Ça, c'est le fun. OK? C'est le fun pour une simple raison, les données démographiques, tu m'as parlé de niche. Hein. Ben, ça tombait super bien parce qu'en réalité, je vais te parler du persona. Les données démographiques,
OK? Vue d'ensemble, ça te sert à valider tes personas. Si ta persona cible, c'est des femmes, puis que sur ton site, tu as 80% d'hommes, tu as un problème. OK? Là, je généralise. Là. Et donc, ce qu'on va faire, on va être capable avec les personas de valider que nos stratégies sont cohérentes. Donc, si par exemple, tu vends qu'au Canada, puis que tu as des gens partout dans le monde qui viennent, sur ton site, mais pas de Canadiens, tu as un problème aussi, okay, etc. Donc, on va regarder ça, on va regarder l'origine, on va regarder tous les paramètres pour s'assurer que les gens qui viennent sur notre site, c'est notre clientèle cible. Donc, dans ce cas-là, localisation, le Canada, c'est, dans le cas de Proxima, le Canada, c'est le plus gros de son trafic avec les États-Unis, c'est bon. La France, parce que francophone, hey, on est pas mal dans nos personas. Puis après, on va aller plus loin, on va dire, OK, parfait, c'est bon, les villes cibles, c'est bon. OK, on est bon, on a intérêt. Homme-femme, c'est bien, sauf qu'il faut savoir que nous, c'est plus que 56%, c'est Proxima, la clientèle féminine. Donc, on a plus d'hommes, intéressant quand même, parce que ça veut dire qu'on va chercher une clientèle intéressante pour nous, qu'on peut développer d'affaires. Après, on va regarder les centres d'intérêt qu'ils nous donnent. Puis là, des fois, c'est fucké. Des fois, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le bon centre d'intérêt. Donc là, il faut s'assurer aussi qu'on a un minimum de cohérence par rapport à nos personas. Si tu n'es pas dans le bon domaine, j'ai déjà vu un compte Google où on l'analyse. Quand on arrive là-dedans, dans les centres d'intérêt, il y a un centre d'intérêt dans leur domaine, puis ce n'était pas du tout là-dedans, c'était ailleurs. Pour une simple raison, c'est que le SEO était tellement mal fait qu'ils amenaient tellement de trafic de mauvaise qualité qu'ils ne ciblaient pas du tout leur persona dans tout ce qui était organique. Donc ça, on le vérifie, on le check. Puis bien sûr, on va avoir l'âge et les langues. Donc c'est intéressant, nous, c'est principalement francophone. On développe le côté anglophone prochainement, donc on va retravailler ça. Puis l'âge. Donc vous voyez, l'âge, en fonction, c'est normal qu'il y ait une courbe comme ça. La seule chose, c'est qu'on devrait avoir moins de gens de 25-34 chez Proxima, on devrait avoir, et puis il devrait être plus bas. On va en chercher beaucoup parce qu'on fait de l'Instagram, on fait différents éléments. Puis on donne la formation, donc quand même intéressant, mais dans ce cas-là, on a discuté de notre persona. Et de revoir ça parce qu'on cible des gens qu'on ne devrait pas cibler. Pourtant, dans la pub, dans tout ça, on les exclut, ces gens-là. Donc, voilà. En organique, on va les chercher. Donc, ça permet vraiment de cibler et de valider on est dedans ou on n'est pas dedans. Okay? Donc, super utile le côté celui-là, là, le côté données démographiques. Est-ce qu'il y a un minimum de données nécessaires pour que ça affiche? Moi, j'en ai ouvert un sur le site d'un de nos clients, puis tout ce qui est sexe, centre d'intérêt, puis âge ne sont pas disponibles. OK. Ces données-là, elles ne sont pas disponibles dans tous les rapports. Il faut qu'il y ait assez de données pour qu'ils te le sortent. Donc, dans le rapport de démographie, des fois, il sort, puis dans d'autres rapports, il te met sexe, il ne met rien, parce qu'il n'a pas assez de données pour le sortir, mais dans le site global, il est capable de dire oui ou non. OK. Donc, c'est directement lié avec le volume de trafic, en fait, qui rentre sur le site. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font pas taguer ou qui sont bloqués, qui bloquent leurs données. Donc après, Google, il doit, pour faire une stat, avoir un minimum de données, puis à un moment, il l'affiche pas. Je le sais, je le remarque régulièrement dans certains rapports, il y a certaines données qui n'apparaissent pas parce qu'il n'y a pas assez de. On va dans le iOS, là, homme-femme, tu vas avoir vraiment du mal à traquer homme-femme. Ouais, je comprends. Technologie, nous, on a juste du web. Donc là, vous voyez, il y a juste du web. Si vous avez plusieurs technos, c'est super utile. Ce qui est important là-dedans, ça va aussi lier à notre persona. Okay? C'est des données qui sont très, très utiles. Je vais vous donner un cas. Windows, ici, c'est Android et puis Macintosh. Ce qu'on marque, c'est le plus gros de notre trafic est sur ordinateur et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est du B2B. Okay? C'est normal qu'on ait un gros trafic. Si vous avez… on a même un client qui était dans le cosmétique. Son trafic, 80% de son trafic était mobile. Et son site était très mal adapté au mobile, donc ils s'en sont rendus compte, il faut qu'on fasse un travail parce qu'il y avait un problème là. Pourtant, ils avaient 80% de leur trafic là-dessus. Donc, c'est important de l'évaluer, de le regarder. Puis, c'est toujours lié à vos personas. Si vous êtes en B2B, normalement, vous allez avoir plus de trafic ordinateur parce que les gens le font au bureau et tout ça. Si vous êtes en B2C, trafic mobile va être plus fort. Ça monte, le mobile, dans certains business, ça monte jusqu'à 80-90%. Donc, l'énergie que vous allez mettre, c'est dans tout ce qui est application, dans tout ce qui est média mobile. C'est dans le fil d'actu, dans la pub, dans tout, parce que c'est votre cible. Donc, ça vous permet vraiment de regarder ça. Dans ce cas-là, on est à l'inverse, on est en B2B, donc c'est normal, mais c'est juste pour vous montrer l'importance de ça. Puis, dans les marchés niches, c'est super important. Donc, Proxima, c'est 70%, c'est du stock, c'est normal, de l'ordinateur, c'est normal.
Puis, on peut même voir, si vous avez un site à faire, assurez-vous qu'il marche sur les plateformes que les gens utilisent. Ça m'est déjà arrivé d'arriver, le site marchait sur plein de plateformes, sauf sur, par exemple, Chrome, elle marchait très mal, leur site. Il y avait une coupe de bugs majeure, alors que leur trafic était sur Chrome. Dans ce cas-là, vous voyez, là, trafic, vous pouvez même voir l'écran des gens. Vous voyez, les gens ont de plus en plus grands écrans, majoritairement, donc, en termes de résolution, donc vraiment intéressant. Donc, ça, c'est intéressant à travailler en fonction de vos clients, qui va où. Assurez-vous que la technologie réponde aux clients cibles, aux clients qui viennent. Donc, on le suit, on le fait, super important. Données technologiques encore, c'était le global. On va avoir plein de graphiques qui sont des graphiques, comme on a vu, des événements là, avec des tableaux où on peut avoir carrément les navigateurs, le pourcentage et on peut même voir les conversions. Et ça aussi, il faut le penser. Le comportement d'achat, il y en a plusieurs. Il y a des gens qui vont, par exemple, aller en magasin et acheter en ligne parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir un meilleur prix en ligne, ce qui est plus vrai aujourd'hui parce que les prix sont homogénéisés sur les deux. Et il y a les gens qui vont magasiner en ligne et acheter en magasin. Okay, ça, c'est notre comportement, c'est les deux principaux comportements d'achat. Ben là, on le voit. Puis vous allez voir des différences souvent dans les comportements, dans les conversions au niveau en fonction des navigateurs. C'est pas le même. Quelqu'un qui achète du Apple n'a pas le même comportement d'achat que quelqu'un qui est plus Chrome, Microsoft, etc. Puis ça, on le voit. Donc après, des fois, c'est d'adapter nos stratégies de la bonne façon. Okay? Donc, il faut faire ces analyses-là régulièrement. Okay? Là, je l'ai mis navigateur, mais vous voyez, on peut faire le tableau navigateur, plateforme, version de l'application, etc. Il y en a plusieurs. On n'est pas obligé de tout regarder, mais dans certains cas, c'est utile de le checker. On est bon? Parfait. Là, on rentre dans le plus intéressant pour vous. Okay? La personnalisation des rapports. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des rapports, de tous ces rapports que vous avez là, vous pouvez les personnaliser. Okay? Vous pouvez créer des rapports pour vous, adaptés à vos besoins, okay? En fonction des données que vous voulez. Pour certains marchés, c'est super utile. Okay? Là, je vous montre. Donc ici, quand il y a un petit stylo, là, ça veut dire que vous pouvez personnaliser. C'est l'instantané des rapports, c'est la personnalisation. Okay? Je vous montre ça, tout simplement. Là, je vous montre un exemple. Ça, c'est le rapport de scroll. Vous voyez qu'il n'y a pas de petit crayon pour une simple raison. C'est un rapport qui n'était pas… C'est un rapport automatique qui n'est pas personnalisable. C'est juste pour que vous voyez, il y a des rapports qui ne le sont pas. Okay? Là, aujourd'hui, on va voir comment on personnalise les rapports, les canevas de rapports de base de Google Analytics. Puis, la semaine prochaine, on va voir l'outil qui permet de faire des rapports custom sur mesure, là, avec des tableaux et tout ça. Okay? Mais là, on regarde juste la personnalisation des rapports, qui est déjà une très bonne base, okay, pour monter des choses intéressantes pour les clients. Donc, je voulais juste vous montrer que là, on ne peut pas le personnaliser, tout simplement. Là, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le petit onglet ici, puis là, je suis dans la vue d'ensemble. Dans mon instant de rapport, je suis en train de personnaliser ma vue d'ensemble. Donc là, c'est un rapport vue d'ensemble de l'engagement. Okay, et donc, ça apparaît comme ça. Donc là, je vais personnaliser mon rapport. Donc, je peux choisir mes dates. Si vous mettez 30 derniers jours, vous mettez le dernier mois, ça va rester toujours ça, il va se réadapter. À droite, vous avez toutes les options. Donc, dans le mode vue d'ensemble, ça va être, il y a 16 éléments qu'on peut mettre. Okay? Donc, on peut faire un rapport avec 16 éléments comme ça, l'un derrière l'autre. Ça marche? Vous pouvez en enlever, vous pouvez en ajouter. C'est des éléments qui vont être standardisés. Je vous montre ça tout de suite. Non, je vous montre après. Ça, c'est le premier élément, c'est les rapports de vue d'ensemble qu'on peut personnaliser. Et il y a aussi les autres rapports qu'on peut personnaliser. Comme là, je me suis fait un rapport d'événements, pourcentage de scroll. C'est un rapport qui, vous voyez, le menu est différent. Donc, c'est un rapport avec des dimensions et des métriques. Donc, je choisis mes dimensions métriques. Je vais vous montrer un peu après avant. C'est vraiment un rapport d'événements. Donc, ici, il n'y avait pas de… C'était un rapport, le modèle, c'est vue d'ensemble. Là, c'est le rapport événement. Vous voyez, on le voit bien. Donc là, c'est parfait. Donc là, c'est un autre type de rapport. Et vous voyez, le menu, il change. Et donc, on a nos graphiques ici qui apparaissent. Et bien sûr, on va avoir la fiche récapitulative, mais nos dimensions, nos métriques vont être là-dedans. Ça va jouer sur notre tableau ici. Donc, c'est ça qui est important. Là, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc, ça, c'est mes réglages. Donc, dimensions métriques. Quand je viens ici, si je clique sur dimension, je peux mettre plusieurs dimensions. Okay? Ces dimensions-là, elles vont avoir un impact ici sur ce bout-là de rapport. Okay? Ça va créer un onglet avec plusieurs options. Donc, vous allez pouvoir adapter votre rapport à ces dimensions-là.
Donc, vous pouvez choisir plusieurs dimensions. Quand vous changerez la dimension ici, ça va changer les deux graphes au-dessus, okay, parce que c'est un rapport d'événements. Ici, quand on est dans les métriques, on a nos métriques okay, qu'on peut avoir ici, okay, bien sûr, et on peut en rajouter. Et donc, ça va nous faire nos colonnes. Ça vous va? Donc, si on veut adapter, puis qu'il y a des trucs, on ne veut pas, par exemple, le total des revenus parce qu'on n'a pas de e-commerce, on enlève les trucs total des revenus, etc., etc. Donc, on peut vraiment personnaliser le Google Analytics à vos besoins. Ça, c'est le fun. Ça permet vraiment d'aller plus loin. Okay? Après, vous allez même voir que ces rapports-là, on peut les mettre dans le menu de gauche et donc après adapter complètement l'analytique au client. S'il ne fait pas de e-commerce, ben, il n'y a aucune dimension qui est des revenus qui vont apparaître. Il va juste voir ces rapports qu'il a besoin. Si on continue ici, en réalité, les graphiques ici, vous pouvez les mettre sur les deux graphiques ici, vous pouvez les mettre sous différentes formes. Donc, il vous les propose à barre, graphique à nuage de points, puis graphique de courbe. Donc, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Vous cliquez, après, vous dites appliquer, vous appliquez, puis tout de suite, le graphique va changer. Donc, dans les deux cas, on fait ça ici. Et après, on peut aussi dissocier le modèle par rapport à son modèle. Donc, un modèle événement, on peut le dissocier complètement, puis continuer un autre rapport. Okay, dans ce cas-là, j'étais parti sur un rapport événement, donc je l'ai parti comme ça. Okay, ça, c'est les miniatures, hein, c'est les fiches récapitulatives. Vous savez, dans les vues d'ensemble, on a des fiches récapitulatives ici. Et bien, dans chaque rapport que vous allez faire, vous allez pouvoir configurer une fiche récapitulative de ce qui a été vu. Donc, vous pouvez choisir vos métriques qui vont s'appliquer dans la fiche récapitulative que vous allez mettre dans votre rapport de vue d'ensemble. OK? Donc, ça, vous imaginez, vous pouvez personnaliser des rapports et après les ajouter, par exemple, à des rapports de vue d'ensemble avec une miniature qui est adaptée à ce que vous avez réglé. Donc, vous comprenez que là, on commence à être capable d'adapter nos rapports qu'on a à gauche à nos besoins et aux clients, et en enlevant des données qui ne lui servent à rien et en mettant de l'avant les données qui sont super utiles. Donc, ça, c'est un élément clé aussi, c'est que pour les fiches récapitulatives, vous allez pouvoir utiliser ces graphes et les intégrer dans vos rapports centraux, les rapports généraux. OK? Donc, ça, c'est quand même intéressant à utiliser. Ça va? Maintenant, on va parler de la bibliothèque. Là, je vous ai montré, pourquoi je vous ai montré la personnalisation des rapports, puis que je vous montre la bibliothèque après, c'est que maintenant, la bibliothèque, ça va être l'outil qui va nous permettre de personnaliser tout ça. Okay? Là, on va rentrer dans le mode « Je personnalise le Google Analytics de A ». Tout ça, là, je vais pouvoir le personnaliser. Et ça, c'est ce qui est le fun dans le nouvel Analytics, c'est ça. Donc, vous voyez ici juste un exemple. Dans mon cas, là, dans ce cas-là, dans Gestion Proxima, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, par exemple, un onglet pour la Search Console. Donc, je vais avoir mes données de Search Console. Ça, c'est les rapports standards hein, sur les requêtes et puis les trafics générés par le SEO, donc les recherches Google. Donc là, je l'ai intégré, d'accord? Ça marche. Ici, j'ai été plus loin. En réalité, j'ai des rapports personnalisés. Le rapport de scroll que je vous montre régulièrement, il est là-dedans. OK. J'ai créé le rapport de scroll que vous avez vu, il est là. Il est adapté. J'ai oublié d'enregistrer ma modification. Ce n'est pas grave, mais il est vraiment ici adapté. Puis, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer. On est capable, tantôt, je vous ai montré, on peut personnaliser un rapport instantané, donc un rapport de global. Mais regardez, là, j'ai fait un rapport global avec des données adaptées. Donc là, j'ai mon trafic. J'ai décidé de mettre l'origine du trafic ici. Donc, le nom d'utilisateur ici. Puis après, j'ai mis des données que moi, je veux avoir. Et donc, après, j'ai aussi mes conversions ici. Donc, je peux faire un rapport pour le client avec des miniatures qui vont arriver à des rapports plus complexes, adaptés à mes besoins. Donc, vous voyez, je peux vraiment personnaliser. Ici, je peux me créer un truc ici sur mesure, juste pour le client. Okay? Et puis là, vous n'allez pas plus loin que ça. Donc, vous voyez les navigateurs. Puis ici, j'ai par exemple mis l'âge, les données démographiques, etc., etc. Donc, vous êtes capable de faire ça. Comment on fait ça? On utilise la bibliothèque. Okay. Alors, on y va. Quand on ouvre la bibliothèque, là, okay, on a ça. Premier élément qui nous dit l'ensemble de la collection et de vos rapports sont regroupés en un même endroit et vous pouvez les personnaliser et en créer d'autres. Donc, en réalité,
c'est l'endroit, bibliothèque, où vous allez personnaliser l'analytique à votre client, de A à Z. On a deux éléments dans ce bloc-là. Il y a la collection et il y a en dessous, il y a les rapports et je vais vous montrer la collection. On va commencer par ça. Quand on voit les collections, ce qu'on voit en réalité, c'est le premier élément, c'est qu'on voit que c'est marqué publication. Donc, s'il est publié, il est publié. S'il n'est pas publié, il ne va même pas être écrit. Donc, publié. Et donc, lui, il est publié. Puis, le modèle, il est basé sur le modèle cycle de vie. Et donc, ça permet de comprendre l'expérience globale. Ça, vous pouvez le modifier. Donc, ici, là, on peut annuler la publication. On peut le modifier. On peut faire une copie. Vous pouvez partir de celui qui existe, le modifier, faire des rapports sur custom, puis dépublier le cycle de vie, puis en faire un cycle de vie juste pour vos clients qui vous aura plu comme vous voulez. Okay? Vous pouvez mettre 2 rapports cycle de vie si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Votre menu, vos rapports, vous adaptez ça. Renommer, bien sûr, et puis supprimer. Classique. Donc là, on va aller dans modifier. Et donc, on arrive dans un outil qui nous permet de modifier complètement nos rapports. Donc là, j'ai mon cycle de vie avec mon menu. Acquisition, j'ai mes synthèses et j'ai toujours mes rapports en dessous, les différents rapports qu'on a vus tantôt. Okay? Ce que je peux faire en réalité, c'est avec le petit onglet là, je peux m'amuser à les déplacer dans l'ordre que je veux. Je les mets où je veux. Et avec ici, avec l'endroit ici, ça, je peux très facilement prendre et rajouter des blocs. Donc, en gros, quand je vous parlais de monétisation, là, tantôt, je l'ai carrément enlevé parce qu'il n'y a pas de monétisation sur le site. Donc, vous venez, vous cliquez ici, vous enlevez l'onglet monétisation, vous enregistrez, c'est fini. Le client ne voit plus la monétisation. Vous prenez les rapports où il y a marqué monétisation, vous enlevez les colonnes monétisation. Si c'est un truc en B2B, vos conversions. Donc, vous êtes capable vraiment de faire, en gros, un cycle de vie puis des rapports dédiés à vos clients. Ici, là, vous avez un élément qui est bien. On peut enregistrer les modifications sur ce qu'il y a ou créer une nouvelle collection. Donc, le cycle de vie, par exemple, vous l'adaptez, vous créez une nouvelle collection qui s'appelle cycle de vie avec le nom du client, vous pouvez le faire. Et donc là, ce qui est le fun, c'est que vous créez un rapport, un bloc juste pour eux, okay, dans leur analytique. Ça, c'est vraiment utile. Puis vous dépubliez le cycle de vie. Comme ça, à gauche, la personne, elle voit son cycle de vie avec ses rapports adaptés. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non, OK. Non. Et c'est super simple à utiliser. Hein. Je pourrais vous le montrer. Là. On va pas dans ce. On va aller dans ce. On va aller ici. Vous voyez ici, après je vais vous montrer ça. Ici, cycle de vie, on va aller faire modifier ici. C'est vraiment le fun. J'ai enlevé carrément le bloc là. J'ai aussi des rapports d'aperçu. Je vais oublier de vous le dire. Il y a deux modes. Il y a les rapports détaillés et les rapports d'aperçu qu'on peut intégrer là. Donc, par exemple, achat e-commerce, je veux le rajouter n'importe où. Vous voyez, je viens puis j'ai rajouté l'achat d'e-commerce dans l'engagement, etc. Donc, c'est vraiment aussi simple que je fais du drop, puis je prends mes menus, puis je veux mes conversions, je les veux là, etc. Donc là, j'ai créé SEO, ben là, j'ai fait ça, puis je peux m'amuser avec ça à volonté. OK? Et ouais, c'est ça. Parfait. Ça, je ne vais pas l'enregistrer. Il va me dire supprimer les modifications. Voilà, parfait. On retrouve ça. Donc, c'est vraiment fun pour ça. Un des trucs que j'ai remarqué, il y a un petit bug. Okay? Je vous le dis tout de suite, il y a un petit bug. Il y a un moment où, quand des fois, on enregistre les modifications apportées sur la collection actuelle, ce qui nous fait, il nous crée une deuxième collection. Je l'ai eu plusieurs fois, là, je l'ai testé. Après, il faut juste supprimer la collection, la deuxième, celle qu'on a créée. Mais des fois, il nous fait un petit truc comme ça, il crée un duplicat. Ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est correct, c'est pas grave, il faut juste le supprimer. OK, donc ici, vous voyez, ici, je voulais vous le montrer. J'ai créé SEO Google Search Console, puis j'ai rajouté des rapports. Donc, SEO, ça m'a créé un rapport ici, un nouvel onglet, puis il est là. En réalité. Vous voyez, SEO Search Console, il est là. Tout simplement, je l'ai créé tout simplement ici, sur mesure. On peut créer un autre onglet, mais ce n'est pas utile. Okay? L'autre élément et l'autre partie, c'est celle-là. Dans l'autre partie de la bibliothèque, il y a les rapports. Donc, vous allez avoir tous les rapports qui ont été créés en réalité par le système de base. Okay? Ça, c'est le rapport de base. Parfait. Et vous allez avoir aussi,
au-dessus tous les rapports que vous allez avoir créés. Donc là, vous voyez, j'avais créé un rapport en septembre 2021 sur le scroll. Je m'étais créé un rapport. Donc, ici, si vous venez ici, là, dans celui-là, il n'y en a pas. J'ai pas fait. Ah non, je n'ai pas fait un rapport personnalisé ici. Donc ici, vous allez avoir des rapports personnalisés, vous voyez. Puis plus il y en a, plus on les a. OK? Il y en a un, c'est le modèle, l'événement. Il y en a où ce n'est pas des trucs et tout ça. Et voilà. Créateur, c'est moi. Parfait. Donc ici, je peux avoir mes rapports personnalisés. Ils vont être tous en liste ici. Donc tous les rapports que vous avez vus ici dans le menu, dans le cycle de vie, vous pourriez très bien les personnaliser pour vos clients. Donc enlever ce qui n'est pas intéressant pour le client, les réenregistrer, puis après vous créez carrément un cycle de vie adapté à votre client, tout simplement. Donc, on a les rapports du système, puis on a nos rapports. OK? Parfait. Donc, tout simplement, c'est ça. Moi, c'est mon rapport de scroll que je vous avais montré. Là. Donc, je l'avais mis là. Parfait, il est là. Ce qu'il a fait quand j'ai créé mon premier rapport, ce qu'a fait le système, il m'a créé un nouvel onglet avec ma collection sans titre. OK? Si vous ne lui affectez pas une collection, il va vous créer une collection sans titre, tout simplement, pour que lui, il soit capable de la classer, dire « OK, ce rapport, il est dans tel groupe. » Il le fait obligatoirement, c'est correct, ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est mon rapport personnalisé que j'avais créé. Donc, il m'avait créé une collection sans titre. Ce qui est le fun aussi, c'est que quand vous créez un rapport, après, il va apparaître dans la liste ici. Vous savez, la liste que je vous ai montrée quand on veut personnaliser le menu, les rapports que vous allez créer vont apparaître dans cette liste-là. Donc, après, vous allez être capable d'adapter tout ça à vos besoins. OK? Donc, vous pouvez très bien prendre tous les rapports, puis en modifier X, puis les créer pour vous. Super facile. Autre élément maintenant, on peut créer des rapports custom en partant de zéro. OK. Là, je vous ai montré comment on pouvait adapter des rapports ici. Là, je vais vous montrer comment on crée un rapport custom. Donc, il y a deux types de rapports. Il y a des rapports de vue d'ensemble et des rapports détaillés. D'accord? Le rapport détaillé, c'est comme genre le rapport d'événement. Le rapport vue d'ensemble, c'est ce que je vous ai montré que j'avais créé. Donc, tout simplement. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai créé un rapport vue d'ensemble sans titre, tout simplement. Comme c'est un rapport de vue d'ensemble, je pars avec un rapport de base vide. Et là, je vais rajouter toutes les fiches, donc tous les résumés de rapports que j'ai créés. Donc, si vous voulez créer des rapports custom ici, vue d'ensemble, avec un menu similaire à ça, vous allez devoir travailler d'abord, en travaillant les rapports ici, vous allez devoir d'abord modifier ces rapports-là, les enregistrer, pour qu'ils soient disponibles après pour votre vue d'ensemble. Okay? Donc, on va travailler à l'inverse dans ce cas-là. On va par exemple prendre un rapport d'événement, on va l'adapter. Okay, moi, je voudrais enlever, par exemple, c'est que du B2B, puis il n'y a pas de monétisation, je vais enlever les colonnes de monétisation. Je vais me faire un rapport custom, juste pour moi, en enlevant tout ce qui est monétisation, total des revenus, je n'en ai pas besoin. Je vais l'adapter, l'enregistrer. Donc, je vais commencer par les rapports précis et je finirai par la vue d'ensemble parce que la vue d'ensemble, elle vient rechercher toutes les miniatures des rapports globaux. OK? C'est correct ce que je vous ai dit là? OK. Donc, si je reviens à la présentation. Donc là, je peux créer mon rapport de vue d'ensemble et mon rapport détaillé. Normalement, on fait l'inverse, mais je vous l'ai mis comme ça, petite erreur de ma part. Donc là, je peux enregistrer 16 miniatures. Des miniatures, il y en a plein. Il y a tout plein de miniatures. Il y en a même que vous n'aurez même pas vu dans les autres rapports. Donc, des fiches récapitulatives et il y a les autres fiches qui sont des graphiques de toutes sortes. Le temps réel, etc., les insights. Vous allez en avoir plein d'intégrés que vous allez juste enregistrer. Vous avez juste à cocher ce que vous voulez dans les deux onglets, puis à faire ajouter, puis votre rapport se crée tout seul. Okay? Vous n'êtes pas obligé de les ajouter un par un. Vous pouvez les ajouter tous d'un coup. Vous savez ce que vous voulez. Clac, 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 vous faites, c'est fait. Okay? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer là-dedans? Je voulais vous montrer, mais je vais vous le montrer live. Ça. Ici, on va aller retourner dans la bibliothèque. Ça, on va les modifier. On est bon. OK, vous voyez, là, j'en avais mis plein. Un des trucs qui est le fun aussi, c'est comme dans l'autre outil que je vous ai montré. On déplace les blocs, ça déplace les rapports. OK? Ça permet d'organiser nos rapports comme on le veut, vraiment. Donc, ça, c'est un truc qui est super facile à utiliser. OK? Vous voulez en enlever, vous les supprimez, vous voulez en ajouter, vous cliquez, il vous propose la liste que vous avez.
Okay? Adapter avec ce que vous avez mis. Vous cliquez sur les 2 ou 3 que vous voulez, ajouter. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est vraiment le rapport comme ça, c'est vraiment facile à adapter. Okay? Quand vous arrivez à l'enregistrement, vous avez 2 méthodes d'enregistrement. Ou vous enregistrez sur celui qui est déjà créé, si vous l'avez créé, ou vous l'enregistrez et vous lui donnez vous en créez une copie que vous enregistrez sous un autre nom. Donc, on peut enregistrer par-dessus ou dupliquer. Ça marche? Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment le fun à utiliser. Là, ce que je vais faire, je ne vais pas l'enregistrer parce que je ne veux pas le modifier, lui. Donc, tout simplement. Okay? Maintenant, on va regarder les rapports détaillés. Les rapports détaillés, ce n'est pas plus complexe que ça. Okay? Donc, ce qu'il nous propose, c'est des rapports vides ou des rapports en réalité déjà normalisés. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait des rapports de conversion, des rapports d'événements, 2 graphiques avec une dimension en dessous. On est capable de les avoir. C'est les rapports que vous avez déjà dans les autres. C'est des rapports de base. Donc, requête, ça c'est pour le SEO. On a même des rapports d'achat, etc. Les pages par écran, on peut les adapter. Donc, on peut partir de rien ou partir d'un modèle, c'est comme vous voulez. Souvent, il est plus simple de partir d'un modèle quand on sait ce qu'on veut là, que de partir d'une fiche vide. Mais si je pars d'une fiche vide, par exemple, c'est la même logique que tous les rapports. Ça va être 2 graphiques avec un tableau. Donc, qu'est-ce que je vais venir travailler? Je vais venir travailler mes dimensions, mes métriques, et je vais dire voici ce que je veux comme graphique avec ces dimensions et ces métriques-là. Okay? Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Okay? Vraiment. Donc là, on le finit. Donc, globalement, quand on fait ça, puis ça, je vous le fais ici. Ah non, je ne sais pas dessus. Quand on vient créer un rapport détaillé, on a beaucoup de possibilités. Ça va vous permettre d'adapter vos rapports vraiment aux besoins de vos clients. Okay? Donc, c'est un peu long, hein? Quand vous allez cliquer, il y a toujours un temps. C'est quand même, ça génère quand même un certain transfert de données. Tout ce qui est création de rapport, c'est quand même plus long que tout le reste du analytique. Okay. Donc, c'est la même logique que les autres. Là. Donc là, vous allez avoir toutes les dimensions que Google vous propose de mettre. Okay. Donc, on peut vraiment se faire des rapports sur l'ensemble de ces dimensions-là, qui sont des dimensions de base. Le seul truc que je trouve qui est limitant, okay, c'est que vous remarquerez que les dimensions qu'on a créées pour nos rapports custom, okay, par exemple, les pages objets, le clic sur le bouton et tout ça, ils n'apparaissent pas là-dedans. Okay. Ça, c'est un des éléments limitants. En réalité, les rapports sont basés sur les données que Google nous offre et non pas sur nos dimensions. Nos dimensions, on va pouvoir les utiliser la semaine prochaine dans le rapport plus spécifique. Okay. Mais par exemple, on pourrait très bien choisir le titre de la page, puis on peut choisir plusieurs. Tiens, on va faire ça. Donc, ça, c'est nos dimensions. On applique. Et après, ce qu'il va nous dire, c'est quoi les métriques qu'on veut. Donc là, je vais faire session, puis on va prendre conversion. Donc, dès qu'on a fait ça, vous voyez, très rapidement, il est capable de nous sortir notre rapport. Donc, en réalité, il faut faire des liens. Là, j'ai pris n'importe quoi, je vais être franc. Mais globalement, il est capable de nous faire nos rapports avec ce qu'on a mis. Et donc, vous voyez, comme j'ai mis plusieurs éléments dans les dimensions, je vais avoir normalement ici, ce que je n'ai pas encore enregistré. Ici, je vais pouvoir après jouer sur mes rapports, je vais pouvoir jouer sur mes conversions, etc. Donc, l'avantage, et si j'enregistre, je peux enregistrer sous le nom du rapport, il va me demander 2. Là, je vais l'enregistrer. Et puis là, tout de suite, il va m'enregistrer mon rapport comme je l'ai créé. Donc, ça va être mon rapport. Donc, après, si je le réenregistre, je peux en faire une copie ou re-enregistrer dessus. Donc là, après, je l'utilise. Là, c'est un rapport d'événement que je fais. Et puis, regardez bien, là, je vais créer ma miniature en réalité. Créer la miniature, ce n'est pas plus compliqué que ça. Là, j'ai créé ma miniature, par exemple, pour mon rapport global de l'ensemble des événements. Puis là, je vais le faire appliquer. Et donc, maintenant, je vais être capable d'avoir ce rapport-là puis de l'intégrer n'importe où dans mon analytique. Il faut que j'enregistre avant. Enregistrer les modifications ou enregistrer en tant que nouveau rapport. Donc, souvent, on va faire enregistrer les modifications. Et donc, après ce rapport-là, l'avantage, c'est que je peux vraiment l'intégrer n'importe où.
Et ça, c'est la grosse avantage de cette analytique-là, c'est d'être capable de le faire comme ça. On va faire site de vie ici. Donc, notre rapport, il est apparu ici, vous voyez, puis je peux très bien décider de le mettre n'importe où. Puis après, enregistrer, et mon rapport va être apparu. Donc, vous allez être capable, il est en train d'enregistrer. Enregistrer la modification pour la collection vie. Donc, vous allez être capable de personnaliser en réalité. Quand vous parliez de rapports dédiés à vos clients, vous allez être capable de personnaliser ces éléments-là aux besoins de votre client. OK? C'est un truc qui, cette partie-là prend plus de temps. Tu sais, hier, tu m'as dit, ça prend combien de temps pour faire la configuration de base? Je t'ai dit 1 heure. Quand on arrive dans la mode, dans les rapports, ça va prendre plus de temps. Ça va prendre un petit peu plus de temps, mais si vous déterminez à l'avance vos X rapports en fonction du domaine d'affaires et que vous savez exactement ce que vous avez à faire, ça ne devrait être pas si long. Ça devient long quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire comme rapport pour le client. Donc, non, mais c'est une réalité. Là, il y a des gens qui facturent beaucoup d'heures pour des rapports, pour la configuration, alors parce qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire 1, 2, 3 clients, les standardiser, puis après, standardiser tous vos processus, ces façons de faire là. Avec conversion, sans oui, avec l'achat, sans achat, puis tac, toujours répéter la même chose parce que c'est ça qui va marcher. OK? Ça vous va? Parfait. Normalement, je finis ici la formation parce que je sais que l'autre bout c'est ça. L'autre bout est plus rough. C'est le dernier bout là où on personnalise. Là, vous allez avoir plein de questions avec les flux et tout ça. Donc, on le verra en un seul bloc après. Suivez-moi. Donc, là, c'est la période où là, c'est là où vous allez vous dire, OK, comment je fais les choses et c'est quoi vos objectifs, c'est quoi vos besoins? C'est quoi les questions? Je pense qu'on est tout en mode réflexion de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là. Je vois tellement de possibilités, mais je ne saurais pas où m'orienter nécessairement. Ben, peut-être niveau SEO, c'est quoi tes recommandations pour, moi, je vais configurer? Les rapports de base qu'ils donnent, ils sont limitants. Parce que le SEO, ça se fait par page. Okay? Les rapports SEO qu'ils donnent actuellement, c'est des rapports, si tu regardes, c'est le trafic généré par les recherches chez Global. Okay? Mm-hmm. Donc oui, je vais avoir mes résultats par page avec mon taux d'engagement, puis mon positionnement, c'est super utile. Mais moi, ce que j'utilise beaucoup, ce que j'aime, c'est quand je vais dans Google Search Console, là, dans les analyses SEO, là, c'est d'avoir mes résultats par page. Et ça, en réalité, on ne le fait pas là-dedans, on va le faire dans un autre rapport, parce qu'il faut vraiment que tu génères tes résultats par page, par requête, là. C'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, l'avantage de Search Console, je ne suis pas connecté là-dessus. Je vais aller voir dans cette porte, ce truc-là. Ce qui est le fun dans Search Console, c'est d'être capable d'avoir nos résultats. Je ne sais pas dans mon. On va aller ici. Page, parfait. D'avoir mes résultats par page, je vais prendre une page n'importe quel blog là, tiens. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Oui, c'est bien les rapports de base qu'ils donnent, c'est le fun parce qu'on a la position moyenne, on a tout ça. Okay? Si on veut ça nous permet de planifier, je vais travailler telle page versus telle page, mais les analyses vont se faire ici. Et donc, c'est le seul truc où je suis en train de réfléchir à comment je vais faire un rapport custom dans Analytics qui va me permettre de faire ça automatiquement, pas aller dans le Search Console. C'est juste ça. Parce qu'actuellement, quand je veux analyser ça, c'est où je vais dans Data Studio, puis j'ai un rapport déjà tout prêt qui me permet de voir par page mes résultats. Là. Mais je suis en train de réfléchir à comment je vais monter ici, là, parce que je montrerai dans Explorer un rapport qui va me permettre d'avoir ça plus rapidement. Parce que mon but, moi, c'est de tout rapeper dans un seul outil. Hein. Mais en termes de SEO, le plus important, c'est vraiment été par page. Qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est comment tu réfères ta page. C'est là où tu vas voir que tes résultats ils sont bons ou pas bons. Et donc, c'est ça qui est important. Donc, globalement, sur un site d'un dentiste,
tout le site devrait être en lien au service du dentiste, donc aucun problème. Pour un site qui commence à avoir plusieurs produits, plusieurs services, ben là, chaque page va avoir son référencement. Donc, chaque page, c'est un travail individuel et non pas un travail de groupe. Donc, dès qu'on arrive à ce niveau-là, le travail de mots-clés doit être fait de façon par page. Puis ça actuellement, ce n'est pas faisable dans Google Analytics parce qu'il ne donne pas les données par page, correct? Ou... Oui, c'est faisable, mais on va aller dans ces rapports-là qu'on va aller voir la semaine prochaine. OK. Je vais les monter, je vais en monter une couple d'exemples ici, là, dans ce compte-là. Je vais vous montrer, on est capable de faire des choses ici. OK. Le but, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, ce que j'aime de celui-là, de cet outil de Search Console, c'est cette facilité-là. Donc, tu viens, puis tout de suite, tu vas avoir ta position, tes impressions. Donc, tu vas essayer d'aller chercher le maximum d'impressions. Puis, tu vas aller voir ta position. Puis, si tu as beaucoup d'impressions, tu as une mauvaise position, tu vas aller retravailler ton SEO direct ici. C'est exactement ça qu'il faut être capable de faire. Autrement, ton travail de SEO, ton travail pur de SEO, là, c'est là-dessus que tu vas le travailler. OK? Par page. Donc, si je prends gestion Proxima, donc dans cette page-là, je vais avoir mon SEO va être basé sur service en gestion. Donc, je vais aller voir la page, puis je vais regarder qu'est-ce qui sort sur service en gestion, puis est-ce que je suis bien indexé et quelle est ma position moyenne en fonction du nombre de requêtes. Donc, je vais exactement faire ça. Et le but, c'est d'être capable de le faire dans Analytics, mais l'outil qui nous donne ici, en réalité, je l'ai essayé puis plusieurs fois, il donne les requêtes globales. Okay. Donc, il faut avoir un peu plus poussé que ça. C'est le fun parce qu'il donne nombre de recherches pour une page, correct, mais moi, ce que j'ai besoin, c'est des requêtes dans la page. Donc, oui, cette info-là, elle est super utile, mais globalement, si je veux aller plus loin, l'étape suivante, ça va dire, OK, cette page-là est mal référencée. Moi, il faudrait que je sois capable de cliquer dessus et dire, OK, voici les mots-clés qui sortent de cette page-là pour pouvoir travailler dans Analytics. OK, donc les rapports simples, en fait, tout ce qu'ils font, c'est donner les données mais pour l'ensemble du site. On n'a pas moyen de les filtrer par page. Pas encore, en réalité, tu vas le voir par recherche, tu vas le voir par requête, mais tu sais, le problème, il est là, c'est d'être capable d'avoir tout dans le même outil pour ne pas avoir à gosser. L'objectif, c'est de l'avoir par page. Quand tu as un site avec plusieurs services, comme tu sais, Proxima, on a plusieurs services. Donc, on l'a gesté. Donc, on veut vraiment, si on fait du SEO, on va l'adapter à la page du service et non pas juste au site global. Donc, pour faire ça, il y a un moment où les rapports de base sont très bien pour un client qui veut voir si son SEO s'améliore, tout ça. Mais globalement, pour toi qui travailles, il va falloir aller plus loin. Puis pour aller plus loin, le seul moyen d'aller plus loin, c'est d'en explorer. Okay. C'est là où on va commencer à regarder des rapports qui sont plus complexes, avec des flux d'utilisateurs, etc., etc. Mais c'est pour ça que ce côté-là est super le fun pour le client. Pour toi, faire des rapports à ton client mensuel, pourquoi pas. Après, quand tu veux vraiment travailler certains éléments, tu vas devoir tout y est un peu différemment. Oui, je comprends. Okay. Ouais. La particularité est là. Il est super utile, il y a plein de possibilités, mais il a encore certains éléments limitants. Ce que j'aurais aimé, franchement, c'est que ce rapport-là, il soit comme celui des événements. Et quand je clique sur la page, ça m'ouvre les résultats de la page. Ça, j'aurais un outil super utile et performant. Mais là, je ne peux pas cliquer sur les LT. Je peux pas les cliquer. Ça, c'est ce qui me manque en réalité. Peut-être qu'ils vont le faire à un moment pour rendre ça super facile d'utiliser, mais ils le font à certains endroits, mais pas à tous. Donc, il y a certains. Quand on parlait d'un outil super performant, mais il y a quand même certaines limitations. Ouais, de ce côté-là. Puis, tu vois, ce qui est le fun, en réalité, ce qui est vraiment agréable dans l'outil, c'est vraiment la personnalisation aux besoins du client. Si tu fais ça, par exemple, si c'est du B2B et qu'il n'y a pas d'achat en ligne, tu n'as pas besoin d'enlever les colonnes, tout ce qui est achat et vente, tu gardes juste des rapports avec les données qu'ils ont besoin. Ben, la personne elle vient sur son analytique et dit et puis elle va voir avec des comparaisons. Tout de suite, ils vont voir rapidement les résultats, facilement avec des graphiques et dire ça c'est mieux, c'est moins bien. Ça va être compréhensible pour le client. Donc, ce côté-là est vraiment très agréable. C'est un peu de temps de configuration, à mon avis, très, très agréable. Après, quand on veut travailler un peu plus profondément, ben là, on rentre dans Explorer et dans d'autres outils. Okay. Puis, est-ce que
création de rapport personnalisé, selon toi, est nécessaire ou j'essaie de voir jusqu'à quel point est-ce que je pousse la personnalisation ou pas. Là. Je veux dire, on dirait que je commençais un peu à déconnecter, à créer les rapports autant vue d'ensemble que détaillés, de me dire, j'irais-tu faire aller jusque-là ou avec ce que Analytics fournit de base, on est capable de faire quand même un bon. Ben, une bonne. Ouais, vas-y. je vais être franc, moi ici, là, c'est pas long d'enlever des onglets et de les modifier. Mm-hmm. Donc, il y a un moment où il y a un certain niveau de personnalisation qui va être fait obligatoirement. Moi, je le ferai pour simple raison que tu fais un rapport global avec les vraies données du client, puis tu fais 2-3 rapports stratégiques qu'il va aller voir, puis tu lui dis, ça, c'est mon rapport qu'on a fait pour vous. Le client il va être content. Tu dis, on va faire pour vous. En réalité, c'est un standard que tu te donnes, puis tu as tellement l'habitude de les faire que ça te prend 10 minutes, puis ils sont montés. Ouais. Puis ces rapports-là, le client va arriver et dire, ah ouais, je vois mes données, puis il va être heureux. C'est le petit plus qui fait la différence que s'il doit aller gosser là-dedans, puis qu'il y a encore la monétisation, puis alors qu'ils ne vendent pas, puis il dit, ouais, mais je ne comprends pas mes rapports. Tu peux même dire, j'enlève carrément tous les rapports là, puis je ne fais que des rapports pour mon client. Là. 1, 2, 3 rapports, c'est ses rapports à lui, puis c'est tout. Il arrive, il a rapport pour l'entreprise, tac, A, B, C, D, E, puis tout le reste, tu l'enlèves, tu le désactives. Donc lui, il arrive, il a ses 5 rapports à lui. Puis il a les résultats qu'il a besoin, qu'il comprend. Pas plus compliqué que ça. Tu peux te faire ça aussi. Tu aurais le droit de le faire. Donc, ça a cette latitude-là de pouvoir le faire dans Analytics, de vraiment configurer une session client qui est vraiment intéressante pour lui. Ce qui est difficile, c'est de déterminer ce que je mets dans mes rapports pour tel type de client, tel type de client, tel type de client. Mais quand ça s'est fait, c'est juste de la réplication. Puis justement, en parlant de réplication, de quelle manière est-ce qu'on peut le transmettre d'un client à un autre? Mettons, j'ai mon modèle de rapport qui est complet, puis j'ai 10 autres clients que c'est exactement la même affaire qu'ils ont besoin. Est-ce que je recommence le processus à chaque fois ou j'ai un lien magique qui me permet de ça, c'est plate, je vais être franc. Ça, c'est plate. OK, en ads. En ads, en Google Ads, arrêtez, moi, ce que j'utilise, c'est Google Ads Editor. Google Ads Editor, j'ouvre 4 comptes, puis je peux faire des copier-coller, puis aller accélérer mon temps de travail. Donc, avec ça, j'économise 80% de temps parce que je fais des duplications, puis ça va beaucoup plus vite, je peux créer des comptes et tout, c'est super le fun. Dans ça, c'est comme Tag Manager, c'est du manuel, et puis tu vas aller dupliquer ce que tu fais, mais tu ne peux pas aller faire du copier-coller, tu ne peux pas réimporter. Ça, j'avoue que c'est une des… Pour des entreprises qui font que ça, tu es obligé d'aller le faire. OK. C'est plate, oui, je le sais. J'ai pensé exactement. Quand j'ai monté la formation, j'étais dedans et je dis, hey, ça serait fun qu'il fasse un genre outil Google où je peux aller tac, dupliquer mes rapports et ceci, cela, parce qu'on gagnerait un temps phénoménal. Mais non, on ne peut pas encore le faire. Ça, c'est le côté plat. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a l'habitude, qui sache qu'il y a X rapports à faire, qui les fait. C'est une job plate, mais quand c'est fait, ton compte, il est adapté, puis il est vraiment adapté. Puis tu pourrais très bien avoir des dossiers par dans la direction, tu fais un dossier direction, des rapports direction, puis si tu as du e-commerce, la personne qui est en vente ou qui fait ça, elle a son propre dossier avec ses rapports. Hein. Tu peux vraiment faire des choses vraiment phénoménales, ce qu'on ne faisait pas avant. Puis est-ce qu'on peut attribuer, là, tu disais direction ou monétisation, peu importe, est-ce qu'on peut attribuer seulement certains rapports à certains utilisateurs? Non, pas encore. OK, c'est bon. J'ai pensé, puis non, mais c'est quand même un outil. Avant, on travaillait avec des vues. Les vues, on l'attribuait aux gens. Puis… Mais configurer l'ancienne analytique, configurer ça, là, c'est quand même 2 mondes. Donc, peut-être qu'un jour, on pourra. Pour l'instant, non. Ben de toute façon, dans le contexte de nos clients, la plupart iront probablement jamais sur Analytics ou ne savent même pas c'est quoi. Il n'y en a que quelques-uns là, qui seraient peut-être tentés à y aller, là, mais ça aurait facilité, I guess, d'avoir un accès personnalisé, là, mais c'est pas majeur là, dans notre cas. Mais tu peux avoir un onglet avec le rapport à eux qu'ils peuvent voir, puis tu sais, tu les exportes. Après, tu fais juste partager ce rapport, lien, où tu le télécharges, puis tu leur envoies ton rapport que tu as monté. Donc après, quand c'est fait, après, tu fais télécharger ton rapport, et puis là, il va te le télécharger. Voilà, c'est fait. Puis donc, après, si je vais dans mes éléments téléchargés, je vais avoir mon rapport normalement.
téléchargement. Il n'a pas encore fait. Des fois, ça prend un peu de temps. Ah, ouais, parce que je ne l'ai pas mis, j'ai choisi le mode. Alors, tu l'as fait. Et là, il va m'en faire X d'un coup. Et là, je fais non. Ah, c'est bon, c'est bon. Et donc, après, il te sort ton rapport. Donc, regarde, c'est le fun parce que si tu veux, pour un client, là, tous les mois, tu as un rapport à faire. Si tu les montes, tu ne casses pas la tête. Ouais. Non, non, c'est clair. Et c'est ça. Ce que j'aurais aimé, qui aurait été comme truc, le fun, c'est qu'on puisse programmer l'envoi d'un rapport en PDF. Tous les mois, le client reçoit un rapport. Hey, voici ton rapport PDF de Google. On ne peut pas le faire encore. Mais Est-ce que ça, on peut le faire avec Data Studio? Data Studio, moi, je n'ai jamais programmé de rapport automatique. Je me suis toujours fait des rapports que je vais voir, puis je choisis les dates, puis je les produis. Là. Mais Data Studio, c'est des rapports qu'on peut faire très longs. Donc, l'avantage, c'est que tu peux presque tout avoir dans un rapport. Tu fais un truc, puis ça sort, puis tu peux mettre ton logo. Si tu peux personnaliser ton rapport dans Data Studio, ça, c'est ça qui est le fun pour Data Studio, c'est ça. C'est d'arriver avec des rapports qui vont être genre, il est ouvert Data Studio ici? Je crois que oui. Non, il n'est pas ouvert. Ouais, c'est pas bon. Data Studio, Data Studio. Ok, ça te permet d'avoir des rapports comme ça où tu peux carrément mettre ton logo si tu veux. Ça, c'est les rapports de notre provide. En réalité, c'est avec Google Analytics. Tu peux carrément te faire des rapports très longs aussi où tu mets ton logo, puis c'est adapté, puis tu as juste à changer ton client ici, puis tu sors ton rapport, puis tu l'imprimes. Donc après, tu changes ça, puis tu fais tous tes rapports. L'avantage de Data Studio, c'est ça, c'est que tu peux le personnaliser. Tu sais. C'est ce qui est le fun avec Data Studio. C'est plus facile de changer de client aussi. Là. Donc, ça, tu as juste à cliquer après. Tu as juste à cliquer, puis dire, OK, je prends tel client, puis ça se passe super bien. Puis quand tu arrives dans la barre en haut, tu fais ton modifié, puis tu l'ajustes ton rapport. Donc, pour ça, là, c'est le fun. Genre, un rapport Search Console, là. Regarde, tu le fais, là, puis regarde, il te sort un rapport Search Console avec tes trucs, tes mots-clés, puis après, tu peux jouer avec dans tes rapports. Donc, c'est quand même beaucoup plus fun d'avoir un rapport comme ça que d'avoir. Tu peux te faire tes tableaux toi-même. Donc, l'avantage de Data Studio, c'est quand même ça. Là, là je pourrais carrément faire un bloc où je fais un filtre, là, puis ça filtre mes pages. Puis mon rapport ici s'adapte. Après, quand tu travailles, c'est plus efficace. Oui, c'est clair. Qui peuvent être assez complexes si on vient dans du ads, c'est là, par exemple. Ce qui est long, c'est de les monter, les rapports. Mais tu sais, tu peux faire des rapports comme ça où après, carrément, tu vas te choisir, tu peux après choisir, puis ça va adapter tous tes rapports en dessous. Donc après, tu peux te mettre des filtres. Donc Data Studio va te permettre de faire plein de choses comme ça. Ça, c'est le fun pour ça, Data Studio en outil. C'est quand même agréable pour se faire des rapports et puis après, si vous envoyez au client. Mais le côté analytique, l'avantage d'avoir une session, un truc qui est adapté au client, c'est comme ça, il ne va pas avoir des données qui ne servent à rien. Tu n'auras pas des questions sur des trucs qui n'ont aucun rapport avec son domaine d'activité. Ouais, je comprends. Good. Donc, en gros, c'est de voir votre processus d'affaires, comment vous voulez l'optimiser. Qu'est-ce qui prend du temps? Ce qui prend du temps, c'est de monter les choses, les penser, puis quand elles sont bien montées, c'est de les répliquer, ce n'est pas super compliqué. Ouais, quitte à, comme je te disais au début, là, de se faire une procédure écrite, là, puis de la suivre. C'est pas ça qui est tellement compliqué. C'est sûr que l'option de copier des rapports personnalisés, ça aurait été vraiment nice, là, mais je comprends que. Mais ça, là, si on voulait être capable de ça, il faudrait qu'ils nous fassent une application un peu comme ils ont fait avec Data Studio. Avec Google Ads, ils ont fait une application où là, carrément, tu copies des blocs, tu peux copier des campagnes et les envoyer dans un autre compte. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Ces outils-là, ils ne sont pas encore faits pour ça. Je n'ai même pas vérifié s'ils avaient créé une application pour ça. Mais tu sais, quand même, l'avantage, c'est que c'est quand même super performant. L'outil est quand même super performant. Là. Ah, assurément. Là. Par rapport à avant. Donc, tu pourrais très bien avoir juste
faire un truc pour tes clients, c'est tout le temps la même chose. Tu crées ce que tu as à créer, puis après, tu lui fais le nom de l'entreprise, tu mets ces 5-6 rapports qu'il a besoin avec son rapport de synthèse. Puis lui, il arrive, si tu lui dis, regardez, si vous allez là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Client, c'est facile, c'est efficace. Puis tous les mois, il peut aller voir ou quand il veut avoir ses données. Puis ça lui sort son rapport. Puis c'est vraiment adapté à son besoin. Ouais. Moi, je trouve que c'est la grande force par rapport à l'ancienne analytique où on ne pouvait rien faire. On n'avait pas cette latitude-là. Ouais, on a un peu abandonné l'idée des. On avait un custom là, que j'avais écrit pour une vue là, qui était correct, là, mais ça fait déjà une couple de mois qu'on parlait d'essayer de renouveler ça, puis on dirait que c'était très limitatif avec ce qu'il nous offrait. Là. Mais assurément, là, je vois quand même un paquet d'affaires qui est faisable sans qu'il y ait trop nécessairement de travail de personnalisation parce que Analytics l'offre. Si quand tu configures, tu sais ce que tu fais en tag manager pour telle entreprise, c'est tel canevas. Puis qu'après, tu appliques dans Analytics tes réglages puis tes choses, tu sais, ça va être un réplica avec quelques petites adaptations. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mm-hmm. Parce que ça a été pensé. Pour être efficace en entreprise, il faut vraiment bien penser ces choses, puis toujours avoir les mêmes canevas. Puis c'est là où tu vas gagner un temps intéressant. Puis si au pire, tu sais que ça prend un certain temps, tu le factures à ton client, tu le sais, tu le factures, tu l'intègres. Hey, c'est 3 heures de configuration. Voici tout ce qu'on fait. Puis le client il dit OK, c'est bon, puis vous le faites là, puis au moins il est facturé, puis vous savez où vous en allez. Ah ouais, assurément. La première job à faire, c'est d'avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut mettre, qu'est-ce qu'on veut afficher, dépendamment du type de client, puis après c'est pas si pire. L'autre élément, je vais vous donner un exemple. Les compagnies TI, souvent, quand tu achètes un logiciel, ils ont un forfait configuration. C'est configuration ou à tes couleurs et tout ça. Puis ils disent ça vaut 600 $. Puis en réalité, ce forfait-là, là, ils ne disent pas le nombre d'heures que ça leur prend. Ils disent juste, moi, je vais configurer l'outil, puis tu vas le voir, il est prêt pour toi. C'est vrai. Puis, tu sais, j'en connais, puis quand tu regardes le vrai coût, le coût, c'est 2 heures de travail, mais il facture 600. Ouais. Donc, c'est un forfait, tac, hop, je te fais ça, puis c'est un forfait. Et puis les gens disaient, OK, c'est bon. Puis ils ne savent même pas le temps que ça prend. Puis tu sais, j'ai déjà été surpris de voir que ça prenait genre, c'est 150, il y en a, c'est 100 ou 150 pièces de frais là, de main-d'œuvre, puis c'est 600 qui facturent. En configuration, c'est un canevas, c'est ceci. Mais ils ont tellement l'habitude de le faire que tu sais, la rentabilité est dessus. Puis quand ils disent, OK, c'est un forfait configuration Tag Manager, tac, voici ce qu'il fait, c'est 600. Le nombre d'heures, ça ne regarde pas le client. Il paye ça. Puis tu appliques. Donc, tu as 3 forfaits. Puis, c'est 400, 600, 800 en fonction de ce qu'ils ont. Puis, tu appliques ton forfait. Ah, puis ça reste personnalisé au client. Fait que lui, il n'y a pas de. Lui, il a eu ce qu'il veut. Fait que... Exactement. Là, on va plus loin que la formation analytique. Là. Ouais, ben. En termes de modèle d'affaires, ça se fait. Dans votre cas, ça se fait. Les compagnies qui font du web, beaucoup font ça. Ils font un forfait, là, puis il y a toujours un bloc ceci, cela, puis c'est correct, le client, il ne prend pas. Un bloc formation, un bloc optimisation, c'est tant d'heures ou c'est tant de montant, puis c'est correct. Là. Ta marge est grande, mais d'un côté, c'est du custom pour le client. Et toi, c'est une routine. Ouais. Parce que le client le faire lui-même, là, rien que se former et tout ça, ça lui prendrait un temps fou. Donc, le payer 500 $ pour faire ça, c'est rien. Mm-hmm. Voilà. Je commence à avoir plus d'énergie de mon bord. Les questions, écoute, il y a quand même pas mal de stock dans tout ça, là, mais ultimement, ça génère beaucoup de questionnements de notre bord, là, fait que sur comment on va faire les choses. En tout cas, moi, je suis content de l'avoir fait à date parce que c'est clairement plus à jour dans Google Analytics. Hey, non, hein. C'était. Ça, on l'a pas qu'on l'a échappé parce qu'il y avait moins le besoin, là, mais je pense que de plus en plus, là, il y a une pertinence à checker ça un petit peu plus. Là, fait que non, c'est utile, là, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on s'assoie et qu'on réfléchisse à ça comme il faut. Là. Moi, je vais être franc, 95% des sites ne sont pas configurés. Les outils Google ne sont jamais configurés. Ouais. Puis ça veut dire qu'ils ne font pas de tracking ou que leurs données ne sont pas adaptées.
Ça veut dire qu'ils ont mis des outils, qu'il y a des compagnies qui sont venues, qui ont mis des outils en place, qui leur ont facturé des heures pour ça, puis qu'à la fin, il n'y a rien de configuré, puis quand tu arrives dedans, tu ne peux même pas analyser les données. Donc, ils veulent faire un peu de pub, ils veulent faire ceci, puis là, on leur dit, ben, il faut configurer. Oui, mais j'ai payé quelqu'un pour ça. Non, tu as payé quelqu'un pour mettre un code sur ton site. Il t'a peut-être facturé 500$, ce n'est pas mon problème, mais ce n'est pas configuré. Puis, quand tu arrives à faire un peu plus de marketing numérique, puis que tu n'as rien configuré, ben, il faut que tu le fasses, tu n'as pas le choix. Ouais. Ouais. Donc, c'est nécessaire dès qu'on fait de la promotion, publicité, Google Ads, whatever, c'est primordial. Puis, l'autre élément qui est important quand on fait du web, des sites web par exemple, c'est tout ce qui est SEO. La plupart des entreprises, ils marquent on fait du SEO. Okay? Mais moi, je regarde des sites régulièrement, puis les compagnies qui font du web ne font pas de SEO. Ils font des sites, ils disent qu'ils en font, mais quand tu analyses ce qu'ils font, ce n'est pas fait. Donc, il y a des compagnies qui, quand ils livrent un site web, ils disent moi, il est optimisé SEO, puis ils te le disent regarde, ça, c'est fait, ils te font la liste. C'est un package deal qu'ils te donnent. Puis ce package deal-là, c'est la même chose. Ils savent que c'est bien fait, puis c'est fait. Puis tu vois leur site, ils rendent 100 fois meilleur que tous les autres compagnies qui produisent des sites parce que ce bloc-là, ils le font à chaque fois. Les clients, ils viennent payer pour ça, mais ils disent nous, on te garantit ça. Mais le résultat, il sort aussi. Donc, c'est un bloc qu'on te configure, un bloc qu'on te fait le SEO, puis un bloc qu'on te fait ton site web. Là. Puis quand tu prends tout, ben, la personne, elle est équipée pour que ça marche. Ouais. Ben, c'est ça. Voilà. On est bon? Good. Ben, de mon côté, pas d'autres questions. Hein. Je pense que ça va mijoter jusqu'à la semaine prochaine, probablement. Ouais. J'en doute même pas. Vraiment. Julien, Véro. Ouais, non, c'est bon. Même chose pour moi. Ouais, c'est pas évident, hein? C'est parce qu'il y a tellement de choses. Souvent, c'est le genre de truc que c'est comme en le faisant, là, tu viens qu'avoir des questions. Mais comme là, vite comme ça, je comprends globalement le fonctionnement, mais j'ai pas de questions qui me viennent en tête. Ouais, surtout que vous n'avez pas vu l'outil avant non plus. Là. Je vous ai un peu pitché dans Fosse au Lion direct en vous disant venez à la formation. Mais on prendra le temps de checker ça aussi ensemble, assurément. Oui, puis si en éthique avant, c'est déterminer ce que vous aimez dans l'ancien, puis d'avoir dire OK, on veut la même chose dans le nouveau, puis comment on le fait. Puis voici ce qu'on a de là. Ouais, ce que j'ai réalisé, c'est que l'ancien n'était pas optimisé non plus. Là. Il nous servait, oui, on communiquait des stats, mais qui n'étaient pas 100% adaptés nécessairement aux clients, parce que honnêtement, on a eu quelques feedbacks, là, mais tellement peu. Là, on a un marché qui est quand même bien spécifique, là, le marché des ateliers de mécanique automobile, fait qu'ils sont quand même assez loin du web puis le thinking derrière ça. Mais il y en a certains, là, puis dans certains contextes là, où je pense que ça pourrait être vraiment utile là, pour les aider puis nous aider aussi à optimiser ce qu'on offre. Là. Oui, tu fais des package deals là, ou des blogs, puis c'est facile à vendre et à expliquer. Comme ça, après, les gens font OK, ça te donnera ça, ça donne ça. Exactement. C'est le thinking de base qu'il faut qu'on mette en place, là, toute la mise en place, puis de s'asseoir à dire qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on offre, puis qu'est-ce qu'on fait pour nos clients actuels aussi. Je comprends tout à fait ça. Ouais. Good. Parfait. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut avoir fait le tour pour aujourd'hui. Oui, bien. OK. Merci. Prenez le temps d'aller dans ceux qui ont le temps d'aller dans l'outil. Puis après, vous allez avoir des questions. Puis au pire, on en verra aux prochaines sessions. C'est des questions spécifiques. Là, on pourra commencer à les regarder aussi. C'est prendre un temps. Ça, on aimerait y répondre. Et puis, on le regarde ensemble. Ouais. Puis les PowerPoints, tu as dit que tu les enverrais. Est-ce que tu envoies à la fin ou tu je pensais que vous envoyer la fin, mais les deux premiers, je vais les mettre je vous envoie la vidéo, les PowerPoint. Là, je vais le faire d'ici demain. OK. J'aimerais ça parce que ça me permettrait justement de tester un peu déjà puis à faciliter le travail. Il y avait quand même si je fais la recherche en même temps que c'est un clic sur le lien Facebook.
Ouais, les L points puis LM points. Ah, OK, oui. C'est parce que c'est de ce que j'ai lu aussi, c'est parce que Facebook, pour les URL trop longs, utilise un shorter, là, comme Bitly. Ok. Puis c'est ce lien, en fait, qui est référé sur, Ouais. sur le site. Puis le M étant pour mobile. Oui, ça c'était sûr, mais ils ont peut-être réglé. Mais tu sais, quand tu fais tes UTM, l'avantage, c'est que tu renvoies vraiment à ton UTM. Donc, Mhm. tu fais vraiment la personne aussi. Ouais. Intéressant. On est bon. Donc, on vous laisse. Alice, tu restes avec moi 2 minutes? OK. Merci Ouais. beaucoup. Ça marche. Ouais, Merci. merci. Salut tout le monde. Bye bye.